Bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau live ou avec un nouvel invité aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, sur la page Facebook. Voilà, peu importe de l'endroit où vous nous regardez. Ravie d'être avec vous nouveau pour une nouvelle petite soirée en ce vendredi 10 juin. J'espère que vous êtes dans une forme splendide. La plupart de mes étudiants auront répondu à ce fameux slogan. Ce soir, je suis ravie d'accueillir un invité, on va dire, allez, exceptionnel, puisqu'il maîtrise parfaitement bien l'outil qu'il utilise au quotidien. Je parle bien sûr de l'oracle Béline, puisque ce soir, nous allons décoder le mystère de l'oracle Béline. Alors, je dis nous, mais c'est surtout lui qui l'a décodé et qui va vous en parler, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Ami Béline. Bonsoir, Ami Béline, comment vas-tu? Bonsoir Nathalie, puis bonsoir chers auditeurs. Ça va très très bien, il fait bon, c'est agréable. Je suis en petite Ah, promenade en Seine-et-Marne, donc voilà, c'est agréable, ça change quand, le, de l'ordinaire. quand le soleil brille, tout va bien. Ouais. Alors, comme je le disais, ce soir, on va parler. Alors, je laisse arriver un petit peu les gens tranquillement. Donc, installez-vous confortablement. On est parti normalement pour une heure et demie, si tout va bien. Parce que je sais que Patrick est un grand bavard, donc on va essayer de canaliser ça. Ce soir, donc, comme je disais, Patrick va vous présenter l'oracle Béline, de la manière dont il l'a décodé. Alors, bien sûr, on ne va pas vous parler des 53 cartes en détail, etc., de la manière dont ce que chaque carte veut dire dans la signification. Ce n'est pas le but ce soir de vous faire un enseignement à l'oracle Béline, mais on va plutôt parler de quelque chose qui n'est pas connu, je dirais même pas du tout, hein, puisque c'est quelque chose que tu as complètement décrypté à force de travail, etc. Tu nous rediras un petit mot tout à l'heure. Et voilà pour ce qu'il est du programme de ce soir, de ce qui vous attend donc dans cette soirée. Alors n'oubliez pas non plus, comme d'habitude, comme toujours, de vous abonner à la chaîne, d'activer, vous savez, les petites notifications, etc. pour recevoir les prochains avertissements pour les lives suivants, puisqu'il y aura encore, comme tous les vendredis, d'autres lives avec d'autres invités. Dans les tuyaux de mémoire comme ça, on va parler des runes, on va parler du tarot de Marseille encore, de l'intuition surtout. Voilà, il y a d'autres sujets qui arrivent. Donc ce soir, on est focalisé donc sur Oracle Béline. Voilà, donc ça c'était par rapport au programme qui arrive. Donc n'oubliez pas, comme dit, de mettre aussi des petits j'aime si vous aimez tout ça, la chaîne, le programme qu'on vous présente ce soir. Je regarde un petit peu ce qui se passe du côté des commentaires. Comment allez-vous? Allez, bonsoir Valérie, bonsoir Quoi de neuf coach, Marilyn, Isa, bonsoir, bonsoir Emmanuel, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Je ne vais pas tous vous citer parce que surtout que vous êtes encore connectés, comme dit, sur Facebook et YouTube. Je pense que là, vous êtes plus ou moins installés, donc je vous propose de passer la parole à l'amie Béline. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Dis-nous un petit peu qui tu es, voilà, dans les grandes lignes. Comment t'en es arrivé à ta rencontre avec cet oracle un petit peu mystique que certains ont du mal à appréhender. Donc voilà, dis-nous un petit peu d'où tu viens, qui tu es. Tiens. Bon, je sais pas comment commencer ça, c'est un peu délicat à chaque fois. J'ai plusieurs vies, évidemment. Donc, les vies d'avant, bon, c'est celles d'avant, donc elles ont un intérêt, mais pas pour notre sujet de ce soir. Donc, quoi dire ce soir pour nous? Bah, je suis cartomancien, voilà, j'enseigne l'art. C'est vraiment un art, l'art d'interpréter l'oracle Béline et puis le développement des capacités intuitives. Voilà, c'est un peu ça, comment je me présente à vous ce soir. Comment est arrivé le Béline à moi? Ça doit faire très longtemps qu'il mûrit parce que on est plusieurs, enfin, il y a plusieurs grands personnages un peu dans le monde ésotérique sur lesquels j'ai croisé la route. Par des métiers, on a fait des métiers similaires, on a habité dans les mêmes endroits et même on a même travaillé dans les mêmes rues. C'est le cas par exemple de Marcel Béline, hein, qui était marchand d'art. C'est un grand mot, marchand d'art, bien évidemment, il était brocanteur, quoi.
Edmond ses parents étaient aussi marchands, mais bon, Biodo, donc de bois. Et tous les trois, on a travaillé tous les trois rue Pierrefontaine. Hein, donc c'est quand même assez, quand même assez. Coïncidence, quoi. Sacrée Ouais, coïncidence quand même. ouais, c'est une coïncidence. Donc ça commence un petit peu comme ça. Ensuite, le développement après du Béline vient à moi. Hein, c'est Marcel Béline qui vient à moi. D'ailleurs, j'ai dans mes clientèles des gens qui côtoyaient d'ailleurs Marcel Béline hein, parce qu'il était dans le quartier à Paris où j'ai habité longtemps, vers Pigalle, hein, vers le 9e exactement. Comment c'est venu à moi j'ai eu un accident, un accident, et puis c'était un peu compliqué pour moi, je savais pas trop quoi faire, et je cliquais sur mon ordinateur. Un jour, il y avait un petit icône qui était posé sur mon ordinateur, je le jette à la poubelle et il revenait sans arrêt. Donc c'était un peu compliqué, je voulais l'enlever, puis je clique dessus, et en cliquant dessus, parce qu'il voulait pas partir, donc j'ai fini par cliquer dessus, et je me suis retrouvé sur le site de l'INA, et il y avait un extrait, un petit truc de 5 minutes, d'un interview de Marcel Béline, justement, qui parlait avec Jacques Chancel. Donc du coup, j'ai écouté ce truc-là, une fois que je l'ai écouté, le truc il est parti à la poubelle. Comme ça, j'étais content. Et mais ça m'est resté comme ça dans la tête plusieurs jours. C'était un jour comme un vendredi, comme ça, je me rappelle. C'était une entrée de Shabbat, donc on était comme un vendredi comme ça. Et le lundi matin, je reçois un oracle Béline dans la boîte aux lettres. Donc c'est quand même un truc comme ça. Donc je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est moi qui l'ai acheté, mais je m'en rappelais pas. Je me rappelle pas de l'avoir commandé. Hein. C'est bien mon compte. Hein. Il l'a acheté sûrement dans la nuit. Avec les médicaments, tout ce que je prenais, des trucs très très durs comme ça, j'avais beaucoup de morphine et tout. Donc c'est peut-être ça. Donc j'ai complètement oublié que je l'avais fait. Voilà. Ensuite, sa voix à Marcel Béline pénétrait mon esprit. J'avais juste écouté 5 minutes, pas plus, et donc ça commençait vraiment à me hanter. Donc je suis allé sur le site de l'INA, hein, j'ai regardé dans mes historiques, j'ai retrouvé le lien, je suis allé dans le site de l'INA et j'ai acheté l'interview que maintenant on voit partout sur YouTube, hein, parce que je l'ai acheté, puis je l'ai déposé, et puis il y en a qui l'ont repiqué, qui le remettent partout. Donc voilà, donc j'étais à l'origine de l'avoir acheté, ce truc-là. Et puis après, il était présent tout le temps. Donc il était présent là à gauche, et puis il m'a guidé un peu sur le Béline, comment interpréter le Béline. Bon, comme j'étais accidenté, c'était pas compliqué, j'avais rien d'autre à faire. Donc j'ai lu tous les bouquins, j'ai fait tous les sites, enfin j'en ai dévoré. Et puis il était tout le temps là à gauche en train de me parler. Bizarrement, parce que les phénomènes médiumniques, moi, ils arrivent à droite, mais lui, il était tout le temps posé sur mon épaule gauche. Donc il me guidait jusqu'à un moment donné où il m'a laissé. Et après, c'est une autre rencontre un peu particulière au Père-Lachaise, avec des gens que j'ai croisés au Père-Lachaise, qui étaient sur la tombe d'un mec que je connaissais pas du tout. Il nettoyait une tombe. Et ça, c'est quand même un épisode vachement important. C'est Papus, hein, c'est Papus qui était là. Ils étaient en train de nettoyer la tombe Papus. Il y a une dame qui me croise, qui était en train de nettoyer la tombe et qui me dit ah, bienvenue, super, on vous attend au banquet Papus. Alors moi, je ne sais même pas de quoi on me parlait. J'ignorais tout à fait ça. J'aime bien aller me promener au cimetière du Père-Lachaise quand je vais à Paris. En plus que j'allais sur la tombe d'Alain Bachung. Hein. Les gens qui me suivent, bon voilà, mon ancienne vie, j'étais musicien. Et donc, j'avais des affinités avec des artistes, et dont Alain Bachung, pour qui j'avais écrit une ou deux chansons. Donc, j'ai été sur la tombe d'Alain Bachung, et puis je me suis perdu dans le Père-Lachaise, parce que c'est agréable de se perdre au Père-Lachaise. Et voilà, je tombe sur Papus, donc je sais pas du tout ce que c'était. Je prends la carte de la dame et je vais m'enseigner ce que c'est que Papus. Et là, je m'aperçois que c'était vraiment un homme, comment dire, c'est une cheville très très importante dans le monde ésotériste, dans le monde occultiste, quoi. Quand même, hein, c'est un grand maître. Hein. Il est quand même, on va dire, le fondateur entre guillemets, on va dire le fondateur entre guillemets. Quand même, il a relancé le truc des martinistes. Donc, du coup, je suis rentré chez les martinistes et voilà, j'ai commencé à travailler un petit peu cette spiritualité particulière. C'est une véritable spiritualité, c'est la face cachée hein, de tout ce qui est biblique. Et puis là, un jour, il est passé, Papus s'est passé et m'a donné la clé, m'a révélé la clé du Béline. Alors là, j'ai pris une claque hein, quand même. Je me suis dit, mais
Le Béline, j'avais décodé les arcanes renversés, j'avais beaucoup travaillé dessus, donc j'étais le premier à le faire. Donc je disais déjà Ouais. un ego pas mal gonflé en me disant ouais c'est bon. Et j'avais l'impression que j'étais arrivé au bout, que j'avais fini de décoder finalement cet outil. Et la clé m'a révélé carrément autre chose. Il m'a envoyé ce qu'on appelle le tétragramme sacré. On verra ça peut-être un peu On le plus verra tout tard. à l'heure, ouais. Et là, pour le coup, cette clé décode à la perfection l'oracle Béline. Et je me suis aperçu à ce moment-là que Papus, aussi extraordinaire, déjà avec Edmond et Marcel Béline, on était tous les trois, on a travaillé tous les trois rue Pierrefontaine. Papus, ses premiers bureaux à Papus étaient en face de chez moi, rue de Trévise, parce que moi j'habitais rue de Trévise. Et ces bureaux étaient juste en face de chez moi il y a 100 ans, quoi. Et là, j'ai halluciné quand je me suis rendu compte, là, on avait des liens comme ça avec un peu tout le monde. Ouais. Et voilà, ça m'a beaucoup. Comment dire, j'étais touché par une phase un peu. C'était autre chose que de la cartomancie. C'était carrément autre chose. J'arrivais dans une porte complètement secrète, cachée, que personne n'utilise, où très peu de gens veulent les utiliser, ou alors ils savent pas. Enfin voilà, peu importe, c'est pas grave. Voilà, j'étais vraiment dans une autre étape, comme si j'étais dans des escaliers. J'avais su pousser des portes et monter comme ça des échelons. Et puis, plus tard, un événement s'est produit, je me suis retrouvé à Lyon. Et après, c'est Maître Philippe de Lyon, qui était d'ailleurs Papus, quand Papus parlait de Maître Philippe de Lyon, il l'appelait son maître, un grand thaumaturge important dans l'histoire de l'occultisme, dans l'histoire du magnétisme, dans l'histoire voilà, de sauver, de guérir de personnes. Maître Philippe de Lyon, voilà, c'est une énorme sommité encore aujourd'hui. Dans le monde entier, il y a des gens qui, chaque année, vont faire un pèlerinage sur sa tombe. C'est une sommité. Et j'avais dans les cartes, dans le Béline, j'avais la clé, j'avais trouvé plein de choses, et j'avais quand même la sensation à l'intérieur de la présence mariale. Je ne sais pas pourquoi, Marie était dans les cartes. Pour moi, la Vierge Marie se trouvait dans les cartes. Je la ressentais très, très fort. Pour la petite histoire, je suis libertaire. Donc, pour les gens qui savent ce que c'est qu'un libertaire, c'est un anarchiste. Donc, pour moi, les curés, je m'en fous un peu, quoi. C'est pas du tout ma qualité, j'étudie, ça m'intéresse pas du tout, ce genre de choses. Je dis ça un petit peu de manière provocante, évidemment non, j'aime tout le monde, tous les gens, ils ont chacun des fonctions, voilà, mais c'était pas mon truc quand même, surtout quand j'étais petit, j'étais maltraité comme tous les petits d'ailleurs qui vont au catéchisme, donc ça m'intéressait pas du tout, mais je sentais cette présence mariale très très forte, elle m'attirait, douce, bienveillante, et je l'avais repérée dans l'arcane de la grâce. Du coup, je dis l'arcane parce que c'est ce qui est caché. Dans l'arcane de la grâce, pour moi, elle représentait la Vierge Marie. Et finalement, je me retrouve à Lyon, une voyante, je passe tous les détails qui me donne rendez-vous, on va la voir à Lyon, et puis elle me dit, ça serait bien que tu viennes me voir. Et puis arrivé chez elle, elle me dit, il faut que je t'emmène sur la tombe de Maître Philippe de Lyon. Et j'ai fait, ah bon. Et puis voilà, on a été sur la tombe de Maître Philippe de Lyon. Et la personne chez qui j'étais invité à Lyon pour un stage, se perd dans Lyon. Il y a beaucoup de bruit là. Il y a quelque chose qui fait du bruit. Je ne sais pas si c'est toi qui as mis des papiers peut-être. Oui, je cherchais à vouloir montrer la grâce. Ouais, exactement. C'est la très très belle arcane. C'est vraiment, c'était longtemps mon talisman sur moi. J'en avais une en plus que je mettais sur moi comme un talisman. Et alors du coup, cette personne se perd à Lyon, qui habite à Lyon depuis toujours. Donc c'est quand même aberrant qu'elle se perd à Lyon. Et on se retrouve à Fourvière, Notre-Dame de Fourvière. Elle me dit, toi qui parles de la Vierge Marie dans tes cartes, c'est fait. Ça a été édifié pour la Vierge Marie avec toute une histoire particulière. Je fais finalement on y va. Et à l'intérieur, je vois la grâce. Cette arcane, exactement celle-ci. Quand je rentre dans la basilique Notre-Dame de Fourvière, tout au fond, on voit une énorme sculpture de la Vierge Marie, et tout autour d'elle, il y a exactement le dessin de la grâce. Là, comme ça, on voit l'Esprit Saint qui descend, du coup, comme ça, et il entoure cette immense sculpture tout au fond de la basilique. Et là, je me dis, mais là, j'ai pris une claque, mais c'est vraiment la grâce. C'est vraiment, j'avais vraiment... Je ressentais ça. Et puis après, j'ai découvert tout autour des scènes qui appartiennent à l'oracle Béline. Et là, du coup, je me dis, ce que dit d'ailleurs Maître Philippe de Lyon dans un écrit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, Maître Philippe de Lyon dit on a des guides, mais on change de guide chemin faisant dès qu'on est prêt à passer vers un autre. On a un guide, on le perd parce qu'il a dit ce qu'il avait à dire.
Et puis après, soit on en a un autre qui arrive parce que on passe des étapes supérieures. Et donc, j'ai eu Marcel Bellin, le premier qui est passé. Hein, déjà, c'était quand même quelque chose de le sentir toujours avec Ouais, moi. ouais. Ensuite, il y a eu Papus qui est passé. Alors, ça a été, je me suis senti foudroyé, j'ai eu un truc sur moi, c'était quand même assez important. Et en plus, après, Maître Philippe de Lyon, voilà mes 3 guides importants qui sont passés par là. Et je prends vraiment j'entends vraiment ce qu'il a dit, Maître Philippe de Lyon, à partir de là. Hein. On a des guides, on les perd en route, mais pas le perdre dans le sens qu'on a perdu quelque chose, c'est qu'on les perd parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à dire. Et Ils avaient... maintenant, voilà, on peut en accueillir un autre à partir du moment qu'on mm. passe à un cap supérieur. Donc, j'ai trouvé ça bien. Donc, j'ai eu ces 3-là qui m'ont beaucoup apporté. Donc, il y a peut-être effectivement des zones géographiques, on était ensemble dans les mêmes endroits, intéressés par les mêmes choses. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses comme ça Donc, c'est qui pas ont fait. anodin finalement, tout ça, Ouais, je cette sais pas, connexion. Ouais. travailler ce genre de choses n'est jamais Ouais. anodin. Mais bon, une chose est sûre, c'est que ça a apporté une dimension spirituelle euh, et découvrir ce que c'est que l'occultisme et pas du tout la cartomancie simple. Hein, Ouais. c'est autre chose. Hein. On passe dans une porte dérobée et derrière, ce que j'appelle justement, c'est les cartes, soit je les appelle des cartes, soit je les appelle des lames. C'est-à-dire que voilà, on est dans un petit secret, ou soit je les appelle les arcanes. Bon, bah là, carrément, on est dans les étages supérieurs et on les utilise plus du tout de la même façon. Quoi. C'est Alors, pas le même message que le livre, pardon. on parle justement de l'oracle Béline. Euh, Comment tu pourrais définir en fait ce jeu en fait pour ceux et celles qui connaissent peut-être pas trop bien, qui ont déjà entendu parler de ce jeu-là, euh, quel est l'objectif, quel est ce jeu finalement de d'Oracle Béline? Parce qu'en plus il y en a beaucoup comme moi au début je me trompais souvent, on dit pas l'Oracle de Béline, hein, tu me l'as aussi bien fait remarquer, c'est Oracle Béline et c'est vrai qu'on a tendance à tout le temps dire l'Oracle de Béline, mais quand on regarde sur la boîte ou n'importe, il n'y a pas cette particule. Donc déjà c'est une chose importante que je voulais souligner. Et puis surtout, à quoi finalement sert ce jeu? Qu'est-ce qu'il a, ce jeu, de différent? Je prends par exemple par rapport à un tarot de Marseille ou quelque chose comme ça n'a rien à voir. Donc, c'est quoi ce jeu finalement? Alors, quand on dit qu'il n'y a rien à voir avec le tarot de Marseille, non, non, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Ça, c'est pas vrai. Moi, je pense que les deux. Bah, je fais la parenthèse sur le tarot de Marseille, hein, parce que, enfin, sur les tarots de Marseille, on parle des tarots de Marseille. Je parle pas des autres tarots ou des autres oracles qui sont des copies de copies, où j'ai pris 12 photos d'un arbre et j'ai dit que ce serait quelque chose. Je parle pas de ça. Je parle du tarot de Marseille qui a une clé qui est toujours pas découverte, d'ailleurs, à ce jour. Et il y a celle et le Béline. Il y a un lien fort quand même entre les deux. Moi, je l'interprète comme ça, c'est que le tarot de Marseille, on part du battleur, hein, on va Ouais, bah, jusqu'au monde, hein, la ce mandole, parcours initiatique. voilà, c'est ça, c'est le parcours initiatique pour aller vers le divin ou vers ce qui est divin, hein, on va penser ça comme ça, alors que le Béline, c'est le divin qui vient à soi. Hein, c'est lui qui vient à nous. Donc c'est la différence qu'il y a entre les deux, mais il y a un lien. Le lien, c'est évidemment le divin. Alors chacun il met le mot qu'il veut. D'autres ils vont y mettre la lumière, d'autres ils mettront amour, d'autres ils mettront un chemin initiatique, d'autres ils mettront l'univers, d'autres ils mettront les énergies cosmiques. On y met ce qu'on veut. Je mets le mot divin, hein, voilà, parce que c'est la base. En fait, c'est comme ça que c'est parti là-dessus. Le tétragramme sacré, c'est quand même le nom sacré, le nom le plus pur pour dire Dieu, donc on parle bien de divin derrière cette chose. Donc, il y a une base commune dans cette recherche, enfin dans ce lien du divin. Il y en a un qui va vers lui et l'autre, on fait appel à Dans soi. leur descente. Ouais, on fait appel comme ça. Donc, Et après, à partir de là, comme on l'appelle, enfin, il porte cet oracle le nom justement de Béline. Est-ce que c'est Béline qui a créé ce jeu? Est-ce que c'est lui qui est à l'origine de ce jeu? non, Marcel Bellin, c'est pas lui qui est à l'origine de ce jeu. D'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'histoires sur Bellin. Bellin ne s'appelait pas Bellin, il s'appelait comme moi d'ailleurs, hein, il s'appelait Forget, mais même Forget n'était pas non plus son nom, c'était aussi un nom d'emprunt. Marcel Bellin était un juif, donc les juifs ont changé de nom, se sont cachés. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il a un autre nom. On va pas le dire parce qu'il a jamais voulu être révélé. Donc, on va pas le révéler maintenant. Voilà, c'est comme ça pour le respect. Donc,
le mage Edmond, c'était voilà, un gamin, un ado. Alors, moi, je pense qu'il y a une petite erreur, mais gardons quand même l'histoire de l'ado. C'est un ado de 16 ans qui crée quand même cet oracle, hein, en 1845 à peu près, euh, et qui est devenu après le mage Edmond quand il est monté à Paris avec sa mère, et il est venu habiter justement rue Pierrefontaine. Et après, il a eu un énorme succès, hein, et après, il est parti aux Champs-Élysées, et puis après, il est rentré chez lui près de Lyon d'ailleurs, dans la Creuse ou par là-bas, je sais plus, vers Pouilly ou un truc comme ça, là où il habitait avant, il est retourné là-bas en ermite. Euh, alors, c'était professeur de mathématiques célestes. Il a laissé beaucoup, beaucoup de livres en ésotérique, mais qu'on ignore, qu'on n'a pas accès, hein, parce qu'ils sont à Auxerre, hein, ou quelque chose comme ça. J'ai plus le nom, je crois que c'est Auxerre ou Auxerrois. Enfin voilà, il y a une bibliothèque qui a hérité de tous ses œuvres, de tous ses écrits et de sa propre bibliothèque, hein, qu'il avait. Et c'est dans un fonds qu'on appelle le fonds Biardot, mais on ne peut pas avoir accès comme ça, on ne nous le donne pas. Bon, c'est quand même assez dommage. Donc c'est lui qui crée cet oracle, et puis plein d'autres choses, pas que celui-là d'ailleurs, hein. On pense à l'oracle Béline et le grand tarot Béline, parce que c'est Marcel Béline qui en a hérité, mais il a laissé d'autres, hein. Moi j'ai trouvé un autre jeu qu'il a laissé aussi, et j'avais sorti un tout petit bouquin comme ça que je vendais comme ça à des proches sur les 22 lames du Marseille qu'il avait fait, le Marseille tout court, pas le grand tarot, pas le grand tarot Béline. Marcel Béline en hérite un jour d'une femme qui partait à la retraite. D'ailleurs, il y a aussi des tas de légendes là-dessus. Il les a sauvés du feu, machin. Enfin, tout ça, c'est des légendes à deux balles. Même s'il écrit que la femme l'a appelé en disant, oh, si vous venez pas, je les jette au feu. Ouais, ça n'a rien à voir. Il les a pas sauvés du feu. Voilà, c'est ça. Faut remettre les choses dans leur contexte. Mais il y a un truc, moi, que j'aime bien, c'est qu'il culpabilise, il va récupérer, il offre une émeraude. Il offre une émeraude à cette dame qui partait à la retraite, qui lui a offert et qui lui a dit, bon, écoutez, moi je vais voir des voyants, ils me racontent tous des sornettes, vous êtes le seul à m'avoir dit que il va rien se passer dans ma vie, que ma vie elle est plate et monotone, mais que je devrais être contente parce qu'il y a bien des gens qui aimeraient bien voir ma vie. Et donc, comme je pars à la retraite, allez, je vous les donne, les trucs, partez avec, je vous en fais héritage à vous. Et il se retrouve avec des manuscrits et le fameux oracle Béline, du coup, dans les mains. Alors, l'oracle, qui s'appelait pas de nom, hein, il n'y a pas de nom qui est laissé. Moi, je pense qu'il a laissé un nom, mais là, je ne l'ai pas en tête, sur un ouvrage, hein, où il avait dit qu'il allait sortir, justement, en 45, quand il laisse, en 54, justement, dans un livre, dans l'urne du destin. En 54, il laisse à la fin qu'il va sortir un oracle qui dit plein de choses, et je pense que c'était le nom qui lui était destiné. Bon, après Marcel Béline édite l'oracle. Sur les cartes, on peut voir que c'est Jean-Baptiste Grimaud, hein, l'éditeur. Alors, la maison Grimaud, c'est pas Grimaud lui-même en réalité, hein, il est mort depuis très longtemps, qui décide de baptiser l'oracle Béline en l'honneur de Béline, qui nous fait, mais c'est pas, en réalité, ça c'est une légende, ça aussi c'est pas vrai, parce que j'ai fait toute une enquête et je suis remonté, et on sait que les premiers jeux, c'est pas Grimaud qui les a faits, mais c'était un de ses élèves d'ailleurs d'avant, qu'il a eu, et c'était Jean-Marie Simon de La Ducale. Après, c'est passé Simon, après la Ducale, après France Carte, etc. Enfin, il y a eu tout, jusqu'à aujourd'hui, Cartamundi, hein, du coup. Et ça datait même d'un an ou deux avant, hein, du coup, pour cette petite histoire. Et bon, on l'a appelé Béline, bon, bah, comme ça, parce qu'il a donné le jeu, c'était peut-être gentil. Mais Béline, ça veut dire quelque chose aussi. C'est pas au hasard, hein, Béline. Quand on recherche l'étymologie du nom, Béline, c'est belle, bé, et Line, ding, 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 c'est le porteur de cloche. Le porteur de cloche, c'est celui qui est le guide du troupeau. D'accord. Voilà, Béline. On en apprend tous les jours. Donc, quand on recherche ça, ouais, c'est ça. Bon, c'était plutôt bienvenu, hein, pour le coup. Ouais, Pour le coup, là, c'était quand même assez bienvenu. Et, pardon, pour finir sur les gens, souvent ont une image ou une interprétation ou n'ont pas le bon mot pour dire la différence entre un tarot et un oracle. ouais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que le tarot est aussi un oracle. C'est ça le truc. Euh,
il n'y a pas de différence entre un tarot et un oracle. Les gens, quand ils disent ça, ils mettent le tarot peut-être sur un piédestal. Or, ils se trompent. C'est un oracle au-dessus et le tarot fait partie des oracles. Hein, un oracle, c'est celui qui reçoit. Hein, si on recherche les termes bibliques, hein, je les ai là. C'est un oracle, c'est quelqu'un qui reçoit une prophétie. Qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? C'est un message inspiré par Dieu, par l'Éternel, par le divin, et de plusieurs méthodes que ce soit. Ça peut être par le tarot, par exemple, le Béline, ou ça peut être par des runes, par exemple, je t'ai entendu en parler tout à l'heure, ou d'autres objets. Ça peut être même dans son sommeil, dans un songe, dans une intuition. Hein, ça peut être clairaudient aussi. Ça peut être plein de choses. Voilà. Recevoir une prophétie, c'est ça, c'est faire oracle. Hein. On est une antenne, quoi, du coup, et on reçoit. Et donc, le tarot est un oracle. Hein, j'aime bien remettre les choses en place pour remettre les choses dans la bonne hiérarchie. C'est pas le tarot qui est au-dessus de l'oracle, c'est l'oracle qui englobe le tarot à l'intérieur. Exactement. Enfin, et c'est vrai que le tarot, on a souvent tendance à le mettre un petit peu sur un piédestal aussi, comme si c'était un jeu plus noble, voilà, qui apportait plus de choses. Mais le Béline a lui aussi ses qualités, en fait. Voilà, ils ont tous l'un et l'autre des particularités, des sensibilités, des énergies même. On ressent de l'énergie. Moi, quand j'ai reçu ton jeu, justement, que tu as revisité, on sent qu'il y a vraiment une énergie très différente que même par rapport à une autre version du Béline. Donc, quand on est sensible à ça, on remarque finalement que, ben oui, d'un jeu à l'autre, d'un tarot ou d'un oracle à l'autre, il y a toujours une énergie qui circule, quoi. Et je pense que ce sont tous des outils qui servent un même but quelque part, quoi. C'est juste qu'après, on a une sensibilité plus envers l'un ou vers l'autre, finalement. Enfin. Alors, ouais. Oui, mais il y a aussi un phénomène d'ignorance ou d'éducation qui va avec. Peut-être, ouais. Des fois, par exemple, le jazz ou le musique classique, pour prendre des musiques qui peuvent être un peu compliquées pour les gens qui écoutent que de la variété, ils se mettront à l'aimer une fois qu'ils sont éduqués. C'est vrai. Alors, je regarde un petit peu dans vos commentaires comment ça se passe. J'espère que vous allez bien, vous êtes toujours connectés. Mettez-moi des petits pouces, des petits j'aime pour nous dire que tout va bien de votre côté. Et surtout, je voulais vous dire, restez jusqu'au bout de ce live, jusqu'aux explications de Patrick. On va rentrer dans le vif du sujet à l'instant. En fin de compte, à la fin du live, vous aurez une petite surprise puisque l'ami Béline, à travers son éditeur, nous a fait une petite surprise. Donc, il y aura un cadeau pour vous à la fin. Donc, restez bien jusqu'au bout de toutes nos explications ou celles en tout cas de l'ami Béline sur ce qui se passe. Petit commentaire, je regarde. On nous dit... Merci. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que le tarot est un oracle. Alors voilà, c'est un petit peu ce qu'on disait. Et on a aussi Evie qui nous dit le Béline revisité est encore plus puissant. Ça, oui, je confirme. J'ai reçu une claque, moi, quand je l'ai reçu. Comme on dit. Merci. Merci à vous. Voilà. Donc, Annie Béline, est-ce que tu es prêt à nous expliquer, à nous parler un petit peu justement de ce mystère que tu as décodé dans l'oracle Béline, dans cette structure que tu as perçue, que tu as ressenti, qu'on t'a transmis, que tu as décodé, que tu as travaillé d'arrache-pied dessus pour trouver exactement cette compréhension de ce message qui est caché dans l'oracle Béline. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors déjà au niveau de la hiérarchie, c'est bien de remettre les choses en place entre le tarot et l'oracle. Le tarot, bon ben, on est au début de l'origine en 1400 à peu près. Hein, je vais pas chercher les dizaines avec Marcel Fissin qui redécode. Donc les gens s'arrêtent à cet endroit-là. Or il s'arrête au texte un peu décodé de Marcel Fissin et la fameuse carte qui reste c'est pas l'arménien qui revient avec une carte, je sais plus comment il s'appelle, c'est Fornoy qui explique ça très bien, aux alentours de 1400. Or, on oublie juste que ça n'est pas là. Marcel Fissin, il décode les textes de Platon. Donc, en vrai, il faut remonter à Platon pour le tarot. Enfin, les origines, Marcel Fissin travaille les textes de Platon. Or, les historiens qui travaillent avec les cartes, qui sont
très amoureux des cartes, mais pas de la formule ésotérique qui est cachée derrière, hein, qui s'en servent pas comme ça. Eux, c'est l'objet qu'ils aiment. Ils s'arrêtent à cette version-là et vont pas chercher plus loin. Donc, pour moi, il y a une origine qui date de très, très, très longtemps. Hein. Platon, je veux dire, c'est pas la porte à côté. Donc, oui, on peut parler de l'Égypte, ouais, effectivement. Hein. D'ailleurs, les anciens textes, avant qu'ils soient décodés, ils étaient écrits en grec. Hein. C'est Ficin, justement, qui, en 1400, lui, a commencé à décoder les textes grecs en nous les mettant à la portée pour nous, aux Européens. Donc, ça date d'il y a très longtemps, la première chose. Mais on n'a pas la clé. Il y a bien Papus, qui m'a donné la clé du Béline, qui a pris la clé du Béline, d'ailleurs, et l'a mise sur le tarot de Marseille, mais seulement sur une toute petite partie. Ça fonctionne uniquement sur les 22 premières arcanes. Or, il y a 78 cartes. Donc, Papus, c'est le premier à révéler la clé sur le tarot de Marseille, mais c'est pas la bonne clé. Elle n'est pas complète. Elle concerne que 22 cartes. Donc, voilà, il en a extrait 22, et c'est ce que tout le monde travaille avec ces 22 et pas les autres. Donc, c'est une savonnette. C'est pas la vraie clé. Donc, il faut continuer à la chercher, celle du tarot de Marseille. Moi, je la cherche de temps en temps. Hein. Comme j'ai eu l'opportunité, la chance d'avoir trouvé celle du Béline. Donc, je me dis peut-être qu'il y aura une deuxième chance. Peut-être que je trouverai celle du tarot de Marseille. Celle du tarot. D'ailleurs, c'est en cherchant celle du tarot de Marseille que j'ai trouvé celle du Béline, hein, en plus. Ouais. Et du coup, on a Edmond, qui est un féru et un fou d'ésotérisme. C'est un mec qui étudie toute la journée. D'ailleurs, on l'appelle l'ermite de la rue Pierrefontaine. C'est un gamin, un ermite. Il fait que ça, il travaille. Il y a des textes, il suffit d'aller voir les frères Goncourt, c'est marqué qu'ils vont le voir et tout, qu'ils discutent. Voilà. C'est un mec qui fait que ça. Et lui, il a trouvé un truc parfait en décodant, en faisant l'oracle Béline. Il a pris le nom sacré de Dieu, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, je ne sais plus, il faut, voilà, exactement, on voit tout en haut, c'est écrit en araméen, hein, donc on lit de droite à gauche, hein, c'est Yod et Vavé, celui qu'on ne nomme pas, hein. Je dis cette phrase en entier pour pas le déranger, parce qu'on ne le dérange pas, hein. C'est Yahvé en lettres. En abrégé, merci. Donc on prend on prend ces 4 lettres, et ces 4 lettres, elles ont une mécanique. Donc on va pas expliquer là parce que ça prend beaucoup de temps. Les gens qui viennent en stage savent que ça prend déjà une demi-journée pour expliquer ça. C'est un peu compliqué. Mais on met la mécanique des lettres hébraïques en place, et l'oracle Béline s'ouvre en entier avec les 52 arcanes. Il n'y a pas la bleue, hein, bien évidemment. C'est Marcel Béline qui rajoute la bleue. Hein, pour les gens qui cherchent pourquoi la bleue ou pas, la bleue, ce n'est pas Edmond qui la met dedans. Donc, il y a 52 arcanes. Cette clé, il y avait, une fois qu'elle est... C'est celle-ci, pour ceux qui ne connaissent pas, elle est toute bleue, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais elle est importante, on peut l'utiliser si on veut. Voilà, moi je l'utilise, on peut l'utiliser. Donc, quand on articule, quand on met la mécanique, parce que chaque lettre hébraïque a une fonction, a une force. Donc, quand on l'active, quand on prend l'origine et qu'on les active, on a un livre qui s'ouvre, qui est comme on voit là, il y a marqué, je ne sais pas si les gens voient la même chose que moi, le livre saint. Voilà, dès qu'on décode, on a un livre qui s'ouvre devant nous. Donc, je voulais dire tout à l'heure, ce n'est pas un jeu, c'est un livre. C'est un livre qui s'ouvre devant nous. Et une fois qu'on a ce livre qui est ouvert, comment le décoder? Là, encore une fois, c'est un petit peu les textes hébraïques. C'était avec le rabbin, un rabbin du 9e, j'ai oublié son nom, un grand rabbin du 9e avec qui de temps en temps j'avais des joutes verbales, comme ça, on s'aimait bien là, comme ça. Le Rav Rosenberg, voilà. C'est lui un jour qui m'a mis sur la voie, mais sans le faire exprès, en me disant oui, si ton jeu vraiment, c'est le tétragramme sacré. Le tétragramme sacré, c'est ces 4 lettres, hein, c'est ce nom-là. Donc on l'appelle comme ça. Je disais mon oracle, il est fait avec le tétragramme sacré. Et un jour, comme ça, me dit ouais, bon, si c'est vrai, si c'est vraiment fait avec le tétragramme sacré, tu devrais voir la prophétie écrite. Alors là, je ne sais pas trop ce qu'il me disait. Et à force de réfléchir, de chercher c'était quoi la prophétie
la prophétie, c'est le Messie qui vient sauver les hommes. Hein, ça s'est écrit depuis très 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 longtemps, hein, 5000 ans avant que, enfin 2, 3 ou 4000 ans avant que Jésus-Christ arrive, c'était marqué. Hein, beaucoup l'ont écrit. On a Isaïe qui l'écrivait, on a Ézéchiel qui l'ont écrit, il y a Zacharie qui l'écrivait, il y a David qui l'écrivait dans leur livre, donc 3-4 000 ans avant que Jésus-Christ arrive, c'était marqué. C'est ça la prophétie, c'est le Christ qui vient sauver, c'est le Messie qui vient sauver les hommes. Donc une fois qu'on articule tout ça, le livre s'ouvre, et puis après il a fallu que je décode, et c'est l'intervention de Maître Philippe de Lyon, hein, en me montrant effectivement que la grâce représentait bien Marie. J'étais là, et puis après j'ai vu d'un côté la nativité, quand on rentre c'est à gauche, et puis après il y a la scène qu'on voit en haut à droite, et j'ai comparé, j'ai fait, alors là c'est pas possible, c'est mes cartes, c'est mes arcanes qui sont à l'intérieur. Donc c'est l'outil le plus puissant, le plus abouti, en réalité quand on connaît toute la clé, tout ce qu'il y a caché derrière, c'est vraiment l'outil le plus puissant qu'il y a en ésotérisme, du coup en occultisme, pour comprendre pour faire, enfin, on lui pose des questions, voilà, je veux dire que moi je l'appellerais le livre des prophéties parce que c'est une prophétie, on appelle le divin, il vient à soi. Rappelez-vous, je reçois, hein, c'est pas moi l'oracle, moi je suis le décodeur, hein, donc l'oracle c'est ce que Edmond a fait, hein, c'est ce livre il est écrit juste avec 4 lettres. Cet oracle, quand on met les 4 lettres, on les articule, il s'ouvre entier et ça raconte la prophétie. C'est un truc magique quand on réfléchit à ça. Quand on prend ça en pleine face, hein, je prends beaucoup de temps en stage pour conscientiser, pour que les élèves conscientisent que c'est écrit uniquement avec 4 lettres et que ces 4 lettres racontent la prophétie. C'est un truc, ça nous remplit comme ça du coup et ça nous tombe dessus. C'est extraordinaire quand on l'appelle et ça vient. Bon, évidemment, il faut solenniser un petit peu les séances si on veut avoir du respect. Hein. Moi, quand j'invite les gens chez moi, si je veux que ça se passe bien, je mets des bougies, je fais un bon plat, je mets pas les pieds sur la table. Voilà, ça dépend comment. Voilà. Donc, si on s'analyse bien, voilà, on fait les choses comme ça. Donc, Edmond, il a super bien décodé le truc. Et je suppose, hein, bien évidemment, qu'il a travaillé surtout sur les tarots, parce qu'il avait déjà fait des tarots avant. Donc, si on considère qu'il l'a fait à 16 ans, celui-là, il n'a pas fait les tarots avant. Mais moi, je pense qu'il y a une petite erreur entre 54 et 45, hein, parce que le premier bouquin qu'on trouve de Edmond où il annonce qu'il va le faire, l'oracle, il l'édite en 54. Et or, on nous dit qu'il l'aurait fait en 45. Moi, je pense qu'il y a une petite inversion hein, quelque part, peut-être à l'imprimerie, des fois, peut-être en l'air, on s'est peut-être un peu trompé là-dessus. Bon, enfin, qu'il le fasse à 16 ans ou à 25, faut être d'habitude, il faut avoir 70 ans d'expérience pour au moins faire un truc. C'était, quoi qu'il en soit, c'est un génie, quoi qu'il en soit, pour avoir fait ça. Donc, c'est le chemin abouti de ça. Donc, une fois qu'on conscientise ça, qu'on prend conscience que cet oracle, c'est pas des photos, c'est pas des dessins faits au hasard, que ça répond à une mécanique très spirituelle, très particulière, qui est dans tous les livres bibliques depuis les premiers livres. Quand on met cette mécanique en place, ça s'ouvre et c'est donc l'outil le plus abouti qui ait jamais existé. C'est Edmond qui l'a fait. Ça, et voir que Edmond, il est né, je ne sais plus combien, 50, 60 ou 70 ans avant Papus. Hein. Attention, hein, Edmond, c'est 1800, les premières années de 1800, alors que Papus, c'est à la fin des années 1800. Hein, donc, c'est pas tout à fait pareil. Papus, je crois qu'il est né en 1855 ou 65, un truc comme ça, alors qu'Edmond, c'est au début. Et une petite particularité, c'est qu'ils sont morts presque tous les deux au même âge. Hein, un truc bizarre. Edmond, il meurt à 52 ans, qui est le nombre de cartes du livre, hein, et si on regarde bien, la dernière, hein, c'est le cimetière, hein, le cloître fermé. Hein. Il termine sa vie à 52 ans, pas plus 51. Hein. Donc, ils sont un peu. Oui. Donc, si on veut vraiment comprendre, décrypter cet oracle, et finalement voir ce livre apparaître, se révéler à nous, il faut les disposer un petit peu comme on le voit à l'écran, finalement, par rangée sur 3 lignes, voilà. Oui. Et on commence par la première en haut à gauche, on place la deuxième en dessous, la troisième en dessous, et on recommence une nouvelle colonne, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on étale toutes les cartes, finalement. C'est comme ça que, dans l'ordre des numéros de cartes, finalement. C'est le livre qui se met comme ça. La clé nous enseigne une rythmique. Cette rythmique, c'est 1, 2, 3.
donne naissance au quatrième qui devient un numéro 1 à son tour. Donc, on fait 1, 2, 3, quatrième qui devient un numéro 1 à son tour. Donc, on le met là. Donc, on a 3 niveaux de lecture qui correspondent à ce qui est en haut, à ce qui est en bas, et nous qui sommes au milieu. Voilà, les alchimistes savent tout très ce qui bien est en haut est comme ce qui est en bas. Exactement, voilà. Pour le miracle d'une seule chose. Voilà, exactement. Donc, on est un peu, on est dans cette hiérarchie, donc on fait les 3. Et donc, du coup, quand on a compris et que la quatrième donne naissance à son tour à une première, donc on voit bien que les 3 premières arcanes sont complètement différentes. La quatrième, c'est la nativité. On est bien sûr, elle donne naissance à une autre. Et on voit bien qu'on a les 3 niveaux de lecture qui s'inscrivent. Et après, si on continue, on a toute une rythmique qui se met en place. Et Edmond avait laissé un petit indice caché dans ses arcanes. Bon, voilà, j'ai eu cette chance d'être le premier à l'avoir trouvé, c'est qu'il avait signé les 4 premières comme je suis le créateur de l'oracle. Je suis le Dieu, je suis le divin, je suis le créateur du monde. Les 4 premières, on remet sa mécanique et du coup, ça fonctionnait vachement bien. Donc, je pense que Edmond, c'est surtout lui qu'il faut aller voir, lui dire, enfin, moi, quand je pense à lui, je me fais waouh, mais alors, quel génie ce type d'avoir fait cet outil comme ça. C'est le plus poussé, le plus abouti. Je pense, on ne pourra pas en faire un autre de plus abouti que celui-ci, de toute façon. Ouais, ouais. Et donc par rapport à la clé, donc tu es parti justement du tétragramme, etc. Bon, on va pas le développer ici parce que ça prendrait plusieurs heures pour le développer. Ça sera peut-être le sujet d'un autre live, mais l'idée c'est d'avoir trouvé cette clé-là en partant du tétragramme et ensuite de poser les cartes de l'oracle comme elles sont affichées ici à l'écran pour les lire pour les lire comme dans un livre finalement en scénette. Et à partir de là, toi, tu en as dégagé 7 tableaux, si j'ai bien compris. Encore le chiffre 7, le chiffre divin, le monde se fait en 6 jours, et le 7e, on contemple, c'est l'œuvre de la contemplation. Donc c'est le chiffre du divin. Bon, on met les 3 niveaux de lecture et puis après on ouvre les 7 pages qu'il y a, et c'est les 7 systèmes systèmes planétaires qui sont à l'intérieur, Soleil, Lune, Mercure, etc. On en a 7, et donc ça s'ouvre par 7 tableaux. Et ces 7 tableaux, bien évidemment, c'est les 7 tableaux bibliques, c'est le parcours biblique de Jésus, les plus importants qu'il y a. Donc on a de la nativité, la naissance du Christ, jusqu'à l'Apocalypse. On part après dans Saturne, c'est tout ce qui est karmique. Donc, si on connaît l'Apocalypse, c'est tout ce qu'on a fait, on se le prend dans la tronche, en bien ou en pas bien d'ailleurs. Quoique là, il est un peu pessimiste quand même, un petit peu dans ses arcanes, là, Edmond, en nous le mettant là. Donc, on développe les 7 tableaux. Faut prendre, comme la Bible nous l'enseigne, les Saintes Écritures, du coup. Les Saintes Écritures, c'est un livre qui est fermé. Ça commence comme ça. C'est un livre fermé. La destinée, si vous regardez l'original, le dessin original de Edmond, alors, je voudrais préciser cette petite chose-là comme ça. Moi, je trouve les dessins d'Edmond fantastiques. Vraiment, comme je les ai étudiés au millimètre près, à la loupe, je les ai grossis, j'ai cherché les couleurs au maximum, tout. J'ai beaucoup travaillé dessus. Je les trouve pas du tout naïfs. Je les trouve d'une précision redoutable. Ils marquent effectivement l'inconscient. C'est très très puissant, c'est pas du tout fait du hasard pour moi. Et bon, de temps en temps, il y a des traits qui peuvent être un peu plus ou moins grossiers ou plus ou moins réussis. Moi, je pense que c'est dû à une seule faite, c'est que il y avait un seul jeu de faits, c'est le propre, c'est à lui-même. Donc, il n'avait pas à faire des beaux traits, des machins, recommencer 50 fois pour d'autres gens. Il s'est fait son propre oracle. Donc, il y avait des choses dedans qu'il n'était pas la peine de marquer parce qu'il en était imprégné. Ces petites choses que j'ai ajoutées à l'intérieur pour l'enrichir, pour que le lecteur, du coup, il puisse avoir ces petits trucs que lui, il avait dans sa tête et que c'était pas la peine de les mettre sur ses cartes, vu qu'il était destiné à personne, ce jeu. Il était destiné à son propre usage. Donc, c'est normal que c'était un peu ça. Donc, la destinée, si on regarde bien, c'est une clé avec un livre au bout. C'est la Bible. Regardez, c'est un livre qui est scellé avec la croix dessus, comme c'est révélé dans l'Apocalypse, que les livres saints seront révélés. Il n'y a que le Christ qui pourra les ouvrir, etc., etc. Les 7 livres qu'il pourra ouvrir. Donc, on commence avec un livre fermé, et c'est la clé. On a la clé pour ouvrir le livre. Ça commence comme ça. En dessous, le livre, si vous ouvrez, par exemple,
Vous ouvrez Matthieu ou Luc, vous allez voir Matthieu, il part, par exemple, alors je ne sais plus dans quel sens c'est les deux, je crois que c'est Matthieu, il part de l'année, Matthieu part de David, parce que c'est l'étoile de David au-dessus de la tête de Jésus, lui, il vient d'où? Bon, évidemment, David, c'est pour nous montrer qu'il est l'héritier de David. Hein. Marie et Jésus sont les héritiers de David. C'est leur arrière-grands-parents, du coup. Mais c'est aussi, évidemment, le clin d'œil avec le signe du divin. Hein, parce que le tétragramme sacré, il dessine effectivement le sceau de Salomon. Le sceau de Salomon ou la croix de David, hein, qui était son père, d'ailleurs. La croix de David. Donc on a ça, donc on a l'héritage, donc Jésus descend de David, donc on a dans la Bible, ça commence comme ça, donc j'ouvre le livre, c'est que la prophétie s'exécute, ça s'ouvre vraiment comme ça la Bible, vous ouvrez, après on a directement Jésus vient, etc., jusqu'à sa naissance, vous ouvrez Luc, et ben on part de la naissance de Jésus, donc après c'est Marie, etc., et jusqu'à David. Hein. Il y en a un qui fait l'ascenseur, un qui descend et l'autre qui monte. On a ça qui ouvre. Donc et Jésus vient de qui? De Marie. Forcément, Marie, elle a la croix de David, forcément, elle aussi. Parce que Marie, forcément qu'elle l'a. C'est sa mère. Et chez les Juifs, on sait bien que c'est qui retransmet? C'est la mère. Et donc, de toute façon, si lui, il est son arrière-grand-père, c'est David, forcément que c'est aussi l'arrière-grand-père de Marie. Forcément aussi, vu que c'est sa mère. Hein, donc, on a forcément les croix. Et donc, ensuite, la Bible, ça fait quoi? Ça commence, c'est Gabriel. Hein, c'est Gabriel qui vient par son souffle voir Marie hein, et qui lui dit Dieu t'a choisi et puis tu vas enfanter hein, l'Immaculée Conception. Hein, voilà, fantastique. Là, du coup, maintenant, j'étudie d'autres textes. Moi, voilà, c'est les créateurs. Hein, c'est ce qu'on appelle les créateurs de destinée, là, du coup, qui arrivent. Bon, c'est une autre version de la Bible à étudier que j'étudie en ce moment. C'est sur les Assomptions. Donc du coup voilà, on a le schéma biblique que là et on développe la Bible comme ça. Donc on a la nativité, on regarde en haut, on voit le livre qui est fermé, la nativité qui apparaît, le livre sur la nativité. Hein. Si on regarde tous les dessins, tous les tableaux, toutes les gravures qui existent depuis tout le temps sur cet épisode de la nativité, on voit l'ange Gabriel qui vient parler à Marie. On a généralement un esprit saint qui se promène au-dessus, c'est-à-dire la colombe, hein, cette fameuse colombe de la grâce qui vient, c'est Marie la première hein, qui la reçoit d'ailleurs, c'est la première qui la reçoit à ce moment-là. Et souvent on la voit à l'étude. On voit Marie qui est à l'étude, donc soit c'est un parchemin qui est ouvert, suivant les époques, ou soit c'est le livre, hein, la Bible en livre qui est en relié, qui est ouvert, voilà. Et donc là, ça veut dire que la prophétie s'exécute à partir de là. Quand on recherche les petites symboliques qui sont cachées à l'intérieur des dessins, donc il n'a pas fait n'importe quoi, hein, il a vraiment fait des trucs très très précis et non. La symbolique, c'est, voilà, la prophétie est ouverte, elle est en train de s'exécuter. Donc la première ligne, hein, si on regarde là, comme on voit sur le dessin, on voit la clé, on voit la prophétie s'exécute. À côté, on voit les honneurs, c'est-à-dire que si vous regardez, on a deux niveaux qui sont écrits, la couronne qui est le niveau céleste. Hein. D'ailleurs, on est au premier niveau, c'est le niveau céleste, hein, ça vient de Dieu. Si vous regardez, ça descend sur terre. On a la main qui donne, ça va descendre sur terre. Il y a beaucoup de choses qui descendent, il y a beaucoup de choses qui montent. Il faut tout observer, vous allez voir ça. Donc, on a les outils qui sont les outils de la justice et sociale qui apparaissent. Donc, c'est les outils du Christ. Hein. Voilà, Dieu nous donne ces outils. Donc, on a la nativité du roi qui aura ces outils et la main qui sort des cieux. C'est souvent Dieu, il est représenté comme une main qui sort des cieux ou alors un vieux avec une barbe blanche parce que celui qui a la barbe brune, c'est son fils. Hein, d'accord? Le fils et le père, voilà, on peut les reconnaître comme ça. Mais alors ça, c'est une main. Là, on voit une main qui sort des cieux, une main dans un nuage noir, c'est-à-dire dans des temps difficiles, et on voit que la main, Dieu, nous donne les choses. Hein, Dieu a tant aimé. C'est la fameuse prophétie. C'est pour ça, d'ailleurs, que ma version s'appelle le J3.16. Hein, c'est Jean, chapitre 3, verset 16. Hein, c'est Dieu, il a tellement aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils hein, voilà, pour nous. Donc, on a la face de Dieu qui nous donne... ouais, c'est ça. Qui nous donne ça. C'est le verset biblique, en vrai, prophétique. C'est un chiffre porte magique, hein, porte-bonheur d'ailleurs. Hein. Il y a des gens, ils se le gravent partout ou sur des produits, ils se mettent ça et puis voilà, ils attirent les bonnes grâces
du divin qui apparaît là comme ça. Donc on a tout le passage comme ça de la naissance du Christ. Donc on voit les tables, on voit Marie, c'est marqué là dans le truc solaire. Et après la naissance, oui, si on regarde là, du coup, on voit Jésus, hein, on voit à côté la mandorle, vous voyez un petit peu là avec réussite, qui est la mandorle dans le tarot, avec les 4 apôtres sur chaque côté, et on a le Christ androgyne, sauf que là, il n'y est pas, il est au début. À côté, on a pensez à Amitié, qui est le prince de la paix, c'est Jésus, prince de la paix, qui descend. En bas, on a Marie, on a le temple, qui est quand même la mère de l'Église, et à côté, on a Campagne Santé, qui représente, Jésus, il est où? Dans une étable, non, hein, exact. qui représente l'étable, et ça représente également, là, j'aime bien ce petit clin d'œil d'Edmond, j'espère qu'il l'a fait exprès, ça représente parce que Campagne Santé, c'est aussi l'enfance pour nous, hein, c'est la maison de l'enfance. Donc la maison de l'enfance, c'est Marie au temple. Marie, elle a été mise au temple, elle avait 3 ans. Hein. Je sais pas si les gens imaginent comme ça. Sa mère a donné, voilà, Dieu lui a donné un enfant parce qu'elle pouvait pas avoir d'enfant à l'époque. Donc Joachim, son mari, s'en va dans le désert, etc., etc. Pourquoi j'ai pas d'enfant? C'est une malédiction hein, quand on n'a pas d'enfant à cette époque-là. D'ailleurs même sûrement encore aujourd'hui, et donc il a honte, il s'en va, et puis Dieu lui dit écoute, arrête, va voir ta femme, allez c'est bon, vous allez avoir un enfant, fantastique, ils ont 70 ans, un truc comme ça, et sa mère dit, Sainte Anne, hein, c'est Anne, dit pour si jamais j'ai un enfant, Dieu, si tu me donnes un enfant, je la consacrerai au temple. Donc quand Marie est née, Anne amène Marie au temple. Hein, c'est Zacharie numéro 2. Il y a 2 Zacharie hein, dans l'Ancien Testament, hein, dans les Saintes Écritures. Il y a 2 Zacharie, il y a 2 prophètes Zacharie. Là, on parle du deuxième, hein, celui qui est proche de Jésus, celui qui garde le temple à Jérusalem. Donc, les gens disent une fille au temple, ah, quelle horreur, virez-moi ça, c'est interdit. Voilà, enfin, le truc horrible pour les femmes de l'époque. Et Zacharie prend l'enfant et il a une révélation. Donc, du coup, il reçoit une prophétie. Il fait oracle, hein, il fait office d'oracle. Il reçoit sa prophétie, ce qu'on fait nous avec les cartes. Et il dit non, elle est bien accueillie, elle est destinée à un grand destin pour le temple, etc., etc. Donc, il dit par contre, elle est trop petite, tu me la ramènes une fois qu'elle sera propre, quoi. Je sais pas, un truc dans le genre. Donc, ramène-la à 3 ans. Et donc, sa mère, Anne, ramène Marie à 3 ans au temple et c'est Zacharie qui s'en occupe parce qu'on n'en veut pas. On veut pas de fille au temple. Et c'est un bébé à 3 ans encore. Et donc, faut imaginer juste la vie pourrie de Cosette qu'elle a eue au temple, Marie, en étant une petite fille que tout le monde ne voulait pas. Ouais. Elle dormait pas à l'intérieur du temple. Zacharie lui avait fabriqué une petite cabane sur les hauteurs cachées dans le temple. Enfin voilà, on imagine un peu cette petite fille qui a vécu là de 3. Alors on ne sait pas si c'est 14 ou 16. Hein, l'âge où elle aurait mis Jésus au monde, c'est entre 14 et 16 ans. Donc, mais elle a quand même vécu à ce moment-là des tas d'horreurs. Heureusement que Zacharie était quand même là à bien s'en occuper. Donc, c'est expliqué entre, on voit Marie, le temple, et Campagne Santé, c'est l'enfance de Marie en même temps qui apparaît en bas. Voilà. Donc, le premier tableau, le solaire, hein, c'est Dieu, solaire, c'est le conscient, etc. C'est Dieu qui arrive. Et puis, voilà, dans les temps un peu difficiles, nous envoie son fils, le prince de la paix, et que Marie va rencontrer dans une étable. Alors, c'est très marrant parce que tes 2 premiers tableaux, en fait, commencent par le soleil et le tableau de la lune. Et quand on travaille, moi, ce que j'apprends aussi avec mes étudiants dans les formations tarot, je leur parle aussi un peu justement d'alchimie, de Kabbale, etc. Et on parle justement de ce principe de Dieu, du un, le tout, de l'univers, on l'appelle un peu comme on veut, les extraterrestres, peu importe, duquel découle la dualité, le soleil et la lune, le fameux sol et luna. Et on retrouve ça aussi dans tes tableaux, puisqu'on commence par le tableau du soleil et de la lune, quoi. Donc, c'est vraiment ce principe de dualité, un petit peu comme quand tu as le yin et le yang qui sont formés à l'unité et qui se détachent, ces 2 gouttes, le yin et le yang qui se séparent pour devenir 2 énergies à part entière, quoi. Alors, c'est le principe. Alors, en gros, pour aller vite, de manière très très simple pour expliquer le tétragramme, c'est on a le père et le fils, ou le jour et la nuit, le plus, le moins.
Il faut qu'il y en ait toujours un qui est contradictoire à l'autre. Alors, on dit contradictoire pour comprendre, mais en réalité, c'est complémentaire. C'est pas contradictoire, c'est le complément de l'autre. Donc, on met l'ombre et la lumière, c'est le complément. C'est pas l'opposé, Oui, en réalité, c'est c'est le complément. les deux. En fait, dans le sens, ils sont dans la dualité parce que c'est les deux extrémités, les deux pôles d'un même objet. Si tu prends l'exemple du jour et de la nuit, la Oui, lumière et l'ombre, c'est les deux extrémités de l'objet de la journée. Le chaud et le froid, c'est les deux ouais, ouais, extrémités de la température. ouais. Tu vois? Oui, mais on l'explique comme ça de manière un petit peu raccourcie, de dire c'est une Mm. dualité. Mais en réalité, quand on les étudie, même en alchimie, c'est pas de la dualité, c'est la Oui, complémentarité. ils sont Parce complémentaires. que Mm. l'un ne vit pas sans l'autre. Et regarde d'ailleurs quand tu vois le yin et le yang, il y en a bien un qui a une petite tache de la couleur de l'autre à l'intérieur, tu vois. Et Oui, donc oui. oui, ils sont On peut pas complémentaires. vivre, voilà, si on enlève un, l'autre il meurt. Mm. Donc, alors du coup, pour vite expliquer comment ça se passe, on a le iode par exemple qui serait le plus, l'homme par exemple, iode E, c'est-à-dire dans le premier tableau que tu disais, dans le Mm. tétragramme, le premier iode par exemple, on n'a qu'à dire que c'est un homme. Le iode, le E numéro un, on va dire que c'est une femme. Au milieu, on a le Vav, sa fonction à lui, c'est ce qu'on appelle le clou. Le clou, Oui. c'est-à-dire, c'est celui qui unit un clou. Hein, je cloue un truc sur un mur pour accrocher un tableau, je unis le tableau au truc. Donc, on a l'homme et la femme avec le clou qui unit les deux, donneront naissance au et numéro 2. Quand il y a deux et dans le même mot, hein, chez les Hébreux, quand il y a deux et dans le même mot, le et numéro 2 n'a pas la même fonction que le et numéro 1. Le et numéro 2, sa fonction, c'est de se transformer en iode, mais Mm. donc à l'opposé du premier. Donc quand je vais mettre 1, 2, 3, donc le iode opposé, eh ben, il sera par exemple rouge, noir, enfin blanc et noir, homme, femme, on refait le même Ouais. système. Mm, C'est pour ça mm. que le quatrième redevient toujours. Une fois qu'on a complété les 7 points, ça fait l'étoile de David. On a fini le cycle solaire, on va au cycle lunaire. Donc j'ai commencé sur le premier niveau. Forcément, je vais être la deuxième planète, elle se retrouve forcément au deuxième niveau. Hein, c'est quand même extraordinaire. Il y a toute Mm. une mathématique, c'est un truc de dingue. Et si on observe bien, il y a toujours un lien. Quand je sors d'un système planétaire et quand je rentre dans celui d'à côté, il y a toujours un lien entre les deux. Là, il est évident, le jour et la nuit, bon, soleil et lune, on comprend le lien, c'est Ouais. clair. Mm. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas assez compris ce lien, on n'a qu'à voir, il y a une main qui donne. Et de l'autre côté, on a une qui prend, le chat. Eh oui. Eh oui, oui. Voilà. Donc, si on n'a pas compris, voilà. D'un côté, c'est le conscient pour les créateurs, c'est le conscient, et la lune, c'est donc l'inconscient. Et même Le en fait, féminin, le masculin, etc. le soleil est toujours celui qui donne et la lune est considérée comme le réceptacle aussi. Donc oui, on a la main qui donne et la main qui prend, enfin qui reçoit plutôt. Enfin, ouais, Mm -hmm. Bah, là, exactement. en l'occurrence, trahison, elle prend. Ouais, On s'en en l'occurrence. en l'occurrence, trahison, elle prend parce que après la naissance de Jésus, nous avons gardé, on voit les 3 niveaux de lecture qui resteront toujours en place à chaque tableau, il faut les remettre. C'est la destinée, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, ça indique les 3 niveaux de lecture, vu que la quatrième donne naissance à une autre. D'accord? Toujours, donc on garde ces 3 niveaux de lecture, et donc on développe le deuxième tableau, et on voit ce qui se passe de l'autre côté. Donc c'est une fois qu'il est né, on a les mages qui viennent. Les mages, si vous regardez découverte, hein, on a découvert, donc du coup, ils étaient 3 mages qui arrivent. Voilà, ils suivent l'étoile. L'étoile, si on regarde bien, c'est une étoile noire et c'est pas la même étoile qu'on va voir plus tard dans Nouvelle, hein, qui est l'étoile la même qu'on met au-dessus du sapin de Noël, qui représente Jésus en dessous, hein, dans la crèche. Mm. Donc on met l'étoile noire parce que c'est une étoile qui est considérée quand on étudie hein, les évangiles, parce que là, du coup, on est dans l'évangile. Quand on étudie les évangiles, euh, les mages, on dit ils suivent l'étoile, c'est le diable qui indique où se trouve Jésus, parce que Jésus se trouve en dessous de l'étoile. Hein, les mages, ils suivent l'étoile, il y a une constellation qui se fait, et ils suivent l'étoile. Mais c'est pour indiquer aux ennemis où se trouve Jésus. Donc, c'est pour ça qu'il l'a dessiné en noir. Il ne s'est pas trompé, il l'a même mis comme c'est indiqué, d'ailleurs, comment dire, dans certains commentaires.
par rapport à l'étoile que les mages suivent. Donc, vous avez la petite sagesse qui indique bien les mages. Hein. On voit bien les astronomes, hein, parce que c'était des astronomes, hein, ils suivaient les étoiles, ils étudiaient tout ça. Et il y a des bouquins qui sont ouverts, on en a 3. On a le pen de la clé, on a le bout de la clé qui est posé, on a la nativité qui est ouverte à côté, et on a la lunette pour regarder, qui est la lunette. Si vous regardez bien la lunette, c'est un bout de la clé, et on a le livre qui est posé à l'intérieur, qui est comme si qu'il était défait, qui était posé là. On a bien les 3 mages qui sont représentés là et qui suivent l'étoile. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils vont voir Hérode, qui est le roi des Juifs à ce moment-là, hein, même si il y a les Romains qui gouvernent, hein, du coup c'est Pilate là-bas qui gouverne toute la région là-bas, mais il y a quand même Hérode qui est là, et c'est lui le calife à la place du calife, Hérode, hein, il a pris le pouvoir, hein, il a fait un coup d'État, il a piqué le truc, il n'a pas envie qu'on lui reprenne le pouvoir. Donc il y a une prophétie qui a été écrite il y a très très longtemps, hein, d'ailleurs il y a Isaïe, hein, qui racontait que Jésus allait arriver, donc il y a très très longtemps. Donc il est au courant de la prophétie, et donc les mages viennent lui dire Hérode, coucou, le prince de la paix, le Messie est arrivé, est-ce que tu sais où il est? Dis-nous, on a plein d'encens, plein de myrte, plein de fils d'or, plein de soie à lui remettre, hein, du coup c'est ce qu'il mettait à l'époque, pour honorer son arrivée. Et Hérode il fait ah tiens, c'est moi le roi, c'est pas lui. Donc il dit une fois que vous l'aurez trouvé, dites-moi où il est. Et en fin de compte, Hérode il a qu'un but, c'est aller assassiner Jésus à sa naissance. Donc Hérode, il s'aperçoit qu'il s'est fait berner, hein. Donc le chat représente l'inconscient, ça représente la nuit, c'est le rêve. On a Joseph en songe, on lui dit prends femme et enfant, va-t'en en Égypte, parce que Hérode, hein, il a le projet d'assassiner Jésus-Christ. Donc en dessous, on descend sur le niveau en dessous. Qu'est-ce qu'on voit? On voit de mémoire, hein, on a le départ qui est là avec l'eau. Je pars loin, oh là là, à l'étranger, pendant longtemps. Du coup, quand on additionne 2 de la même planète, là, du coup, départ et eau, donc on voit, ouf, ça va prendre du temps. Donc je vais partir loin et à l'étranger. C'est la fuite, c'est la fameuse fuite en Égypte. Chemin faisant, on remonte là parce qu'on est en bas, on remonte en haut, on a l'inconstance qui pour nous, dans la cartomancie, bon, c'est le doute, c'est l'instabilité, ce genre de choses. Mais quand j'ai ouvert la porte, du coup, secrète, hein, on va dire ça comme ça, on parle plus de la cartomancie, on ne lit pas cet arcane de la même façon, c'est une deuxième ou une troisième lecture qui s'impose à nous. Donc du coup, c'est l'ange, c'est la tête d'un ange hein, qui arrive et qui fait basculer l'arbre, qui protège Marie. D'ailleurs, on voit le rempart à côté, hein, les pénales. Et on est toujours au niveau céleste, si vous regardez, on est au premier niveau, c'est Dieu, hein, c'est les anges qui protègent les remparts, qui protègent Marie et la fuite en Égypte avec Jésus, etc., qui les protège. Ensuite, on descend, on a maladie qui est là, et c'est ça qui est assez intéressant parce qu'on a, on a au milieu le chat qui arrive, trahison, hein. C'est la première qui rentre dans la lune, dans le cycle lunaire, et souvent les gens voient trahison comme un truc horrible, oh là là, c'est des vilains, des méchants, je me suis fait trahir et tout, et souvent c'est la première arcane qui rentre dans un mouvement, c'est pas la dernière, c'est-à-dire c'est beaucoup moins fort l'action qu'elle a que la dernière, donc souvent c'est nous qui se trompons. Oui, de temps en temps ça arrive quand on s'est fait trahir, mais c'est souvent de la jalousie, c'est souvent un truc comme ça, c'est pas forcément vrai. J'aime bien dire, imagine-toi, j'ai fait tout le cycle solaire, je suis à la dernière arcane du soleil, t'imagines, je me suis bien pris le soleil en pleine face, et je rentre tout de suite dans le noir. Et moi, je me cogne dans les murs et j'insulte tout le monde. Je dis, ouais, c'est quoi, qu'est-ce que t'as fait et tout. Et or, je me trompe, personne n'est responsable de ça. J'ai pas eu le temps de m'adapter. Donc, souvent, le chat, il est toujours très, très mal interprété. Hein. Disons que c'est pas qu'il est mal interprété, c'est qu'on lui en rajoute des tonnes et des tonnes dessus. Donc, c'est pas parce que je suis jaloux que la personne m'a trompé pour de vrai. Hein, et voilà. on dit aussi la nuit, tous les chats sont noirs, quoi. Donc, gris. ça tombe bien. Ou gris, ouais. Ouais. Mais celui-là, il est bleu. Mais nuit, il est bleu nuit. Il est bleu nuit. Et donc, on termine, c'est important de terminer avec l'arcane maladie. Elle a du coup, pour toi, je suppose qu'elle va te parler, hein, comme les alchimistes. Moi, c'est l'arcane la plus alchimiste de tout l'oracle, hein, c'est bien celle-ci. Ouais. Et j'ai fait tout le cycle, j'ai fait la transition, c'est la lune, je nais.
j'arrive au monde 0 à 3 ans. Ensuite, le ça s'arrête et l'inconscient se fait, les connexions neuronales au cerveau sont terminées et donc la phase de l'inconscient arrive jusqu'à l'âge de raison, hein, jusqu'à 7 ans à peu près, hein, c'est l'âge où je commence à faire la différence entre ce qui est bien et mal. Tu n'as pas besoin de me l'apprendre, c'est un truc inné. Mais avant, je ne sais pas. Donc, ça ne sert à rien de me dire d'arrêter de faire pipi ou d'arrêter de crier. Si la connexion n'est pas faite dans mon cerveau, les gens qui maltraitent les enfants avant ces âges-là, ça ne sert à rien. Ils ne sont pas connectés. On a beau leur expliquer, c'est pas connecté. Arrête de le frapper, ça ne sert à rien. Donc, attends qu'il ait fini de mûrir, que les connexions soient faites. On n'est pas tous. Hein, il y en a qui parlent avant de marcher, d'autres qui courent avant de dessiner, etc. Bon, voilà. Donc, on n'est pas tous dans le même rythme et pareil, mais il faut attendre que tout soit fini. Et donc, à 7 ans, on a l'âge de raison. C'est Mercure qui va à l'école hein, à 7 ans. Donc, mais avant d'aller à l'âge de raison, on est à cet arcane de maladie. Et si on regarde bien cet arcane de maladie, moi je l'aime beaucoup cet arcane. Il y a des arcanes qui font peur, moi que j'aime beaucoup. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Cette espèce de salamandre hein, qui est là que Béline hein, lui-même d'ailleurs appelle crapaud. Mais salamandre et crapaud, hein, ils ont à peu près la même fonction. C'est des animaux qui passent des étapes. La salamandre traverse l'eau et le feu. J'ai traversé le conscient et l'inconscient. Hein, du coup, et donc, je vais arriver de l'autre côté, celle qui suit normalement à côté, c'est découverte. Non, c'est pas découverte, c'est comment elle s'appelle la première de Mercure qui arrive. C'est l'une des plus belles qui est faite. Tu vas l'avoir là. Du tableau, c'est changement, hein, changement. Donc du coup, le changement s'opère. Hein, du coup, si on regarde bien, on voit le soleil qui d'un seul coup éclairé, on a l'éclipse au milieu, on sort de la phase lunaire. Donc je réalise les choses, je prends conscience des choses, etc., etc. Mais j'ai donc traversé toute la Lune. Et si vous regardez, il y a toujours, tu te rappelles quand je quitte un système planétaire, que je rentre dans un autre, il y a un lien. Donc, si on regarde cet arcane de maladie, j'ai traversé l'eau et le feu, j'ai donc passé des épreuves et l'oiseau me monte. Bah, quand je monte, c'est pour rentrer en conscience. Et donc, si on regarde de l'autre côté changement, j'ai mûri. J'ai changé, on regarde le soleil, ça y est, on voit l'éclipse qui s'en va, la lune loin derrière nous, voilà, on mûrit. Donc, l'arcane maladie, je l'aime bien à cause de ça. J'aime bien dire, d'un côté, j'ai des œufs, de l'autre côté, j'ai de la farine, c'est ce que fait c'est ce que fait la salamandre. Hein. Je traverse l'eau et le feu, donc j'ai des œufs et de la farine. Je mets tout ça dans mon petit bocal à moi, parce que du coup, c'est ma conscience. Et qu'est-ce que ça fait? Les deux réunis ensemble, une fois que ça arrive à maturation, bah, ça fait un gâteau. Et donc, ces changements qui apparaissent après, derrière. Et donc, cette arcane maladie, c'est pareil, elle est toujours interprétée de manière systématique, comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de maladif, quoi, du coup, hein, tout de suite. Alors que des fois, c'est juste dire, il y a besoin de maturité, il y a besoin d'attendre un petit peu. Ou alors, la personne est en chemin, hein, c'est vachement important de l'interpréter comme ça. Mais là, on l'interprète de la manière des occultistes. Hein. C'est une arcane quand je l'interprète. Hein, si tu me dis, est-ce que moi, ma société va bien, hein, si demain j'ai un chef d'entreprise qui vient et je tire maladie, je vais pas lui dire elle a besoin de mûrir. Hein. Là, je lui dis clairement, bon bah là, il y a un problème dans la société, on va chercher ce qui va pas, pour voir si on peut contourner le problème. Mais dans d'autres cas, un petit peu comme ça, on voit sur des chemins, sur des parcours, là, on dit tiens, la personne est en mue ou il y a besoin de continuer un petit chemin, etc., etc. Donc c'est important de bien intégrer hein, les dessins. Et non, il n'a pas du tout fait n'importe quoi à l'intérieur. Et je dirais même que moi, j'apprends aussi souvent à décoder les cartes juste avec l'intuition, quoi. Même si tu connais rien au jeu, tu regardes cette carte et tu demandes à quelqu'un de la décrire. Ben, ce que tu vois déjà, c'est un oiseau avec les ailes déployées. On dirait qu'il va s'envoler, mais il est accroché finalement aussi avec ses pattes à la salamandre qui est en bas, comme s'il voulait la hisser vers le haut, tu vois. Donc, tu parais de quelque chose qui doit mûrir. Ben là, c'est comme si cette salamandre, elle devait se hisser vers le haut, quoi, quelque part, tu vois, vers quelque chose, à l'aide de quelque chose de plus, devenir quelque chose de plus volatile, comme on dit en alchimie, de plus subtil. Et il y a cette notion de se hisser aussi qui apparaît.
Oui, oui, bien sûr. Il y a un truc un petit peu comme ça. Donc, c'est important pardon, oh, je me suis un peu débraillé, de bien l'interpréter comme ça, c'est un bouton de défait. Oh, mais excusez-moi, hein. Donc, c'est important, oui, effectivement, de bien interpréter cet arcane. Et on voit d'ailleurs ce qui suit derrière, Mm. c'est effectivement changement. Alors, pour finir mon tableau biblique, enfin pour mettre en Ouais. action le tableau biblique, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai la fuite en Égypte, je m'en vais, et Jésus, il disparaît de la Bible. La Bible réapparaît à l'âge de 7 ans, c'est bizarre, il réapparaît à l'âge de 7 ans, rappelez-vous, après la Lune, on arrive à l'âge de raison. C'est quand même fou, qui est l'âge de 7 ans. Donc, on arrive encore le 7, un fameux 7, à l'âge de raison. Donc, ils s'en vont en Égypte, et après, Joseph a de nouveau un songe, hein, c'est la rythmique de la Bible, hein, il n'y a rien entre les deux, il disparaît, et il réapparaît à 7 ans. Joseph a un songe, et Dieu lui dit, tu peux rentrer, Hérode est mort. Hérode est mort entre-temps, et ils reviennent, et puis finalement, ils vont pas s'installer à Bethléem, hein, ils s'arrêtent à Nazareth en chemin, parce que c'est son fils qui a pris le pouvoir à Hérode, mais il est aussi taré, tu vois. Mm. Hérode, hein, il y a le fameux massacre des innocents, hein, Hérode, il s'est aperçu que les mages ne sont pas venus lui dire, hein, les mages, ils ont eu eux aussi un songe en disant, on va pas dire à Hérode, parce qu'il va vouloir, où se trouve Jésus, parce qu'il va vouloir le tuer. Personne ne vient voir Hérode. Hérode, il a attendu des mois, personne n'est venu, donc il décide d'aller tuer tous les nouveaux, tous les premiers-nés de 0 à 3 ans. Donc il les tue tous, c'est ce qu'on appelle le massacre des innocents. Je fais juste une petite parenthèse, parce que je vois justement un commentaire qui est en lien avec ce que tu disais. Il y a Phase 3 qui nous demande est-ce qu'il n'y a plus de nouvelles connexions neuronales après 7 enfants? Ce que tu disais tout Non, à non, l'heure. non, ça je sais pas trop. Non, là il faudrait demander à Cyrulnik, hein, celui qui a été formé aussi en psychothérapie. Non, 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 je crois que ça continue toujours. Non, Hmm. c'est-à-dire que le petit dôme, quand il naît par rapport à un autre mammifère, une vache, un petit veau quand il naît, ou un cheval, on prend une petite jument, je sais plus, un petit poulain, voilà, on prend une pouliche ou un poulain quand il naît, vous attendez un quart d'heure, il se met debout, il sait marcher, il sait hennir, il sait se nourrir tout seul, il a tous ses sens éveillés. Le petit dôme, lui, non. Parce que vous imaginez, il est terminé à peu près à 3 ans. Et après, il rentre en phase d'apprentissage. Hmm. Imagine, vous avez vu un petit garçon ou une petite fille de 3 ans, un enfant de 3 ans, c'est quand même 1 mètre, 80 cm, 1 mètre de haut. Imaginez ça dans l'utérus d'une femme, pas dans son ventre, hein, j'ai dit dans l'utérus d'une femme, elle meurt. Donc c'est pour ça que le petit homme, lui, c'est le seul mammifère, hein, je crois. Je crois que c'est le seul mammifère qui est expulsé avant qu'il soit complètement terminé. Hmm. Son cerveau, il devient plus gros après. Donc c'est pour ça qu'on a les connexions qui se finissent plus tard. Bon, mais ça, Voilà, c'est pas. Voilà, Hmm. ça, fait pas partie Et du Béli. il nous demandait aussi justement pourquoi opposer la Lune et Soleil. C'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'était pas franchement une opposition, quoi. Oui, C'est, oui, c'est, c'est une complémentarité, mais parce que la Lune, le jour et la nuit sont complémentaires, mais c'est une manière un peu, comment dire, raccourcie pour que tout le monde puisse comprendre le phénomène. Parce que des fois, Hmm. l'expliquer que c'est un complément, il y a des gens qui vont dire ah ben non, le jour et la nuit, c'est l'opposé. Donc, bon, et ceux qui comprennent que ce n'est pas l'opposé, c'est pas forcément la peine de leur indiquer. Hein, on se met sur le niveau qui est acceptable par plus de monde. Ceux qui comprennent que c'est pas l'opposé, mais la complémentarité, bon, ils le comprennent. Donc, on explique pour que tout le monde puisse justement utiliser l'outil, même si la sémantique, même si des fois il y a quelques compréhensions qui est difficile Hmm. pour eux. C'est comme ce que je disais, enfin, je reprends l'exemple pour illustrer, pour répondre un petit peu à ta question, phase 3, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est si tu prends une réglette qui représente l'élément température, d'un extrémité, tu vas avoir le chaud et à l'autre extrémité, tu vas avoir le froid. Et en fait, ce ne sont pas des opposés, ce sont juste des niveaux de graduation de la température, quoi. Et le soleil et la lune, c'est un petit peu ça par rapport à l'unité ou au tout, quoi. On l'appelle souvent l'Ouroboros aussi.
d'où sont extraites justement Sol et Luna dont on parlait tout à l'heure, qu'on identifie en alchimie. Et c'est les complémentarités aussi d'une journée, quoi. Dans une journée de 24 heures, il y a le jour et la nuit. On voit apparaître, on voit passer le soleil et on voit passer la lune. Donc oui, c'est complémentaire. On les appelle des opposés, mais ils ne le sont pas vraiment. On met un cercle et on le coupe en Oui, deux. Ça fait partie du cercle. C'est les deux faces d'une même pièce. Hein. Du coup, c'est ils peuvent ça. avoir des différences, mais ils sont complémentaires et ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, de toute façon. Mm. On a besoin. Et alors, du coup, là, tu viens de nous expliquer les deux tableaux, tableau solaire, tableau lunaire. Mais bien sûr, quand on regarde les cartes dans leur ensemble, comme on les a posées de cette manière-là tout à l'heure, on a posé les 52 cartes sur la table. Il y a d'autres tableaux qui se dégagent. Il y a le tableau mercurien, vénusien, Voilà. Les martien, planètes. jupitérien, etc. Voilà. Voilà, Et ils successivement, l'un correspondent. après l'autre. Voilà. Et là où, bon, on va pas faire tout le chemin biblique. Hein. Non, c'est pas l'objet, logiquement. Si les gens ils veulent, ils achètent mon bouquin. Hein. Enfin, je l'ai offert à beaucoup de monde. Hein. D'ailleurs, on verra après. Donc, du coup, il y a une petite information dedans où il faut venir en conférence où c'est bien expliqué, arcane par arcane. Mais là, ça prend du temps hein, pour le coup. Oui. Est-ce que tu crois que justement, quand Edmond voilà, ou Béline, un des deux qui ont travaillé sur le jeu, ils ont travaillé, créé ce jeu, enfin, ils ont Il, voulu quelque part, oui, c'est Edmond, tout ça Edmond. Edmond, Hein. quand il a, Oui. il a créé ce jeu, est-ce que son intention peut-être était justement de retranscrire quelque part l'histoire qu'on connaît là à travers la Bible et tout ça, euh, d'une manière un petit peu imagée, comme on le dit pour le tarot, quoi, voilà, de cacher un savoir secret à l'intérieur de cartes qui est finalement à portée de tout le monde. Parce que moi, ça me fait penser très fortement à une légende qu'on raconte sur le tarot, enfin, où c'est l'histoire des fameux trois hiérophantes qui avaient le savoir, la connaissance avec un grand C. Et puis un jour, il y a on voulait, les pays voisins voulaient envahir leur pays pour récupérer cette connaissance et ils ont voulu cacher leur savoir. Mais où le cacher? Le mettre sur une pierre, quand il y a des guerres, les murs s'effondrent, les écrits risquent d'être détruits. Les mettre sur du métal, même le métal le plus précieux, eh ben, à ce moment-là, peut-être que les ennemis vont le voler. Si c'est un métal qui est pas noble comme du fer, eh ben, ça risque de rouiller, donc on perd tout. Et il y en a un des trois hiérophantes, le plus jeune en plus, c'est celui qui disait que justement, peut-être que c'était intéressant de le mettre dans quelque chose sous le nez de tout le monde. Tu sais, quand tu veux cacher quelque chose, tu le mets sous le nez des gens. Et là, en l'occurrence, c'était de le cacher à travers le Le vice. vice de l'homme, le vice de l'homme. Et c'était dans un jeu, le jeu de tarot, quoi, justement. Et ça me fait beaucoup, cette histoire me fait beaucoup penser à ça quand je regarde ce que tu décris à travers les tableaux et tout ça. Est-ce que justement, lui, c'est pas ce qu'il a voulu faire aussi, c'est cacher quelque part sa compréhension de toute la Bible, de tout ça, mais à sa manière, à travers des dessins, dans des cartes, dans des scénettes, et ainsi de suite. Oui, je connais cette histoire un petit peu, qu'on pourrait dire ça. On le dit avec le livre de Thoth. Hein, voilà, on dit que le Oui, livre oui, de Thoth, il a été longtemps cherché, le fameux, un des livres d'Hermès, un autre nom pour dire d'Hermès, qui était le trois fois très grand, mais du coup, on parle du plus petit, le plus jeune, qui était un curé, on va dire le mot curé, effectivement. Voilà, c'est Pharaon hein, qui dit les ennemis vont arriver, ils vont mettre le feu partout, ils vont tout brûler, ce qui est d'ailleurs ce qui s'est passé. Hein. Donc on n'aura plus rien de notre culture, on saura rien de notre culture. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour garder nos secrets? Et effectivement, après, bon, une des légendes, on utilise ça aussi un peu, les alchimistes un peu l'utilisent, mais c'est surtout les hermétistes qui utilisent ça, oui, en pensant que effectivement Hermès, mais pas le dieu ni le grand-père, on dit le troisième, l'homme. voilà, l'homme, ce qui était un prêtre égyptien, voilà, il s'est dit on va faire ça dans un jeu. Mais je suis pas sûr qu'il y avait le carton qui existait à l'époque, donc après je sais pas. L'idée en tous les cas est là, c'est que c'était beaucoup à l'oral. Du coup, ça a été beaucoup les histoires ont été longtemps répétées en oral. Donc c'est pour ça que des fois on dit oui, mais t'as vu en quelle année ça a été fait? Oui, mais c'est parce que ça faisait déjà des millénaires qui se le Mm. disaient.
bouche à oreille. Il y a des lieux sacrés dans lesquels on dit des choses. Par exemple, quand on vient en stage chez Ami Béline, entre guillemets, comme je délivre le secret, je dis aux gens, maintenant, vous êtes des initiés. Et ils le savent. Et donc, quand ils vont en parler d'une certaine façon. Et ils vont dire ce qu'on leur a dit sur le Béline. Du coup, ils vont expliquer la clé. Ils vont savoir prendre le temps pour le faire et ils vont pas en donner une autre à côté, du coup. Donc, on peut très bien les souvenirs de ta grand-mère, les souvenirs de ton arrière-grand-mère, si elles ont été véhiculées comme ça de bouche à oreille. Il s'agit pas de faire le coup, entre guillemets, pardonnez-moi, de dire le téléphone arabe, hein, c'est la phrase qui se change. Là, c'est pas du tout ça. Là, c'est des gens qui font attention à ce que ce soit pas déformé, pour le coup. Donc, oui, cette légende, elle est connue, on peut très bien la mettre. Moi, j'aime bien cette légende, en tous les cas, moi, elle me plaît bien, la légende. Bon, moi, j'ai pris celle des Égyptiens, j'ai pas pris celle de cette légende-là. Mais bon, c'est pareil, hein, pour le coup. J'ai pris celle des Égyptiens parce que il y a une base sur le fond de tarot de Marseille. Les occultistes en 1800 et quelques, en Angleterre ou quelque chose comme ça, ont développé. Alors, c'est né en France, mais en Angleterre, il y a une branche quand même aussi assez forte. Ils ont développé le côté justement hein, de cette imagerie hein, qui est véhiculée en disant ouais, ça viendrait de là-bas, on l'aurait caché par là, etc. Bon, les historiens, encore une fois, disent tant que c'est pas matérialisé, pour eux, ça n'existe pas, c'est des légendes. Sauf que la légende, elle existe depuis très longtemps et on continue à se la dire et on continuera encore. À partir de là, pour moi, ça devient quelque chose de plausible. De toute façon, j'aime bien cette idée. Et puis, encore une fois, venez apprendre avec. Il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui nous le dit avec la bouche. Hein. Exactement. Voilà. Donc, cette histoire arrive, pour moi, je pense que oui. C'est la parfaite transition, merci, parce que justement, je voulais en venir à ce que tu proposes. Alors, notamment, bien sûr, bon, il y a les consultations que tu proposes, soit en présentiel, en visioconférence ou par téléphone, si justement quelqu'un, alors c'est purement quoi, en divination, en voyance, comment tu peux appeler ces consultations-là? Prédictif, quelque chose comme ça. Non, c'est pour guider, en fait, un petit peu comme on fait avec n'importe quel oracle, finalement. Bah, dis-moi, moi, il y a des mots qui renvoient à des fonctions, qui renvoient à du pouvoir, que je m'attribue pas. Je m'attribue pas le mot voyant, je m'attribue pas le mot de guide. Je me dis les gens, bon, j'ai accès à, j'ai une capacité. Bon, champion du monde du Béline, hein, bon voilà. Donc du coup, pour moi, il a aucun secret. Donc je connais tous ses recoins. Donc quand on tire le bilan, voilà, bon, c'est mon truc. Hein. Si tu me mets à courir à 100 mètres, bah, évidemment, je cours un peu, mais je vais me faire plumer à tous les coups. Donc là, c'est ma tasse de thé, celui-là. Donc, du coup, voilà, forcément, voilà, je le connais bien. Quand on vient en consultation, il y a le Béline, il y a le phénomène intuitif du coup, hein, sur lequel je travaille. Donc, on met les deux outils. Comment ça s'appelle? Les gens, ils vont faire une consultation de voyance. Ils appellent ça une consultation de voyance. C'est le mot qui vient. Le mot qui le mot d'usage. Voilà, mais j'aime pas le mot voyant parce que il a un petit peu galvaudé, quoi. Voilà, il est un peu mal traité. Donc, du coup, et puis le mot guide, pour moi, ça me fait penser. C'est vrai que Béline, encore une fois, c'est celui qui guide le troupeau, mais c'est de manière beaucoup plus spirituelle, quoi. Voilà. Donc, est-ce que je préfère peut-être un marqueur? Tiens, voilà, peut-être je marque le terrain. J'ai des choses, j'éclaire le terrain. Et justement, dans ma pratique, je veux dire, je suis pas le guide parce que souvent j'offre plusieurs pistes de travail aux gens en leur disant maintenant vous choisissez. J'essaye en tous les cas de leur offrir la possibilité d'avoir un libre arbitre. Hein, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que il y a un but, c'est celui qui est tout en haut des marches, mais pour atteindre le but, on a des objectifs qui sont des marches. Voilà. Et donc, j'éclaire les marches et je lui dis, voilà, le côté gauche de la marche, le côté droit de la marche, voilà ce qu'il y a. Et donc, si tu prends ce chemin, voilà ce que moi j'attrape. Si tu prends celui-ci, voilà ce qu'il y aura. On continue, etc. Maintenant, tu te débrouilles, tu prends le chemin que tu veux. J'essaye en tous les cas d'avoir plusieurs possibles, parce qu'il y a plusieurs possibles. Bien sûr. Pour y aller, attention, le but, c'est le même, hein, on ne va pas se tromper, hein, c'est le même but pour tout le monde, mais seulement il y a des objectifs différents pour atteindre le but. Et ça, on peut avoir un certain libre arbitre sur cette façon de faire. Et dire aux gens,
faut quitter la personne parce que la personne aurait trompé ou menti, ou j'en sais rien, ou ferait quelque chose de pas bien. Je dirais pas ça, je dirais ah voilà, j'ai vu qu'il y a une difficulté, voilà c'est quoi la difficulté, mais en aucun cas moi je vous dirais faut la quitter ou pas, parce que des fois quitter quelqu'un c'est beaucoup plus douloureux que de rester avec et de surmonter une blessure qui peut-être bon va vite cicatriser finalement, et que se quitter des fois c'est des catastrophes. Voilà, je préfère plutôt expliquer aux gens maintenant après vous choisissez vous. Hein, si votre blessure est insupportable, ben vous décidez, vous, de partir, mais moi, je ne vous dirai pas de faire ce genre de choses. Libre arbitre. Ouais, ouais, Alors, c'est ça. justement, Ah, par rapport à tout ce que tu nous as présenté là ce soir, les clés, le décryptage, le décodage, etc., si les personnes qui nous regardent veulent aller un petit peu plus loin dans cette compréhension, ils ont deux possibilités. C'est soit de passer par ton livre, donc en achetant le livre que tu as écrit, qui est disponible donc à la vente soit sur ton site internet qui est www.ami-belline.com ou alors directement sur le site de Lou et Belette où on peut également le trouver. Mais ce qui est encore mieux, puisque là, quand on est, comme tu disais, dans une transmission d'une connaissance, c'est mieux de le faire à l'oral, en plus de pouvoir interagir, de poser ses questions, c'est plus vivant. Donc, c'est de passer par le stage que tu proposes, le stage, les stages bellinologues intuitifs, je vais y arriver, qui sont en fait des stages de 3 jours en présentiel. Est-ce que tu peux nous en donner 2, 3 mots sur le contenu, sur comment ça se passe? ouais, alors bon, du coup, je propose enfin, je propose une formation qui est coupée en 2 fois. Donc là, il y a un premier 3 jours. Alors c'est très très intensif. On travaille beaucoup, hein, on fait que ça. Et donc du coup, on apprend la clé, le chemin biblique. Alors du coup, c'est décodé arcane par arcane. On fait pas du grossissement, on travaille pour de vrai. Hein. Du coup, on comprend avec les textes. Je superpose avec les textes bibliques, ce qu'il y a dans les évangiles, etc. Pour bien comprendre le truc et prendre conscience de ce que ça représente vraiment. Du coup, une fois qu'on a ça, après, on travaille un petit peu sur des techniques, hein, sur comment interpréter, parce que il y a deux choses. Comprendre d'où vient l'oracle, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, comment l'utiliser dans son interprétation? Dire que c'est biblique, déjà, c'est une grande révolution. La clé, c'était, voilà, c'est quand même une première mondiale. Hein. Donc, du coup, c'est quand même assez intéressant de comprendre ça. Et ça ouvre des possibilités de compréhension complètement différentes, avec des ouvertures complètement folles, quand on comprend que l'oracle, c'est un outil ésotérique, mais qui est en lien avec l'univers, avec les forces, voilà, avec les forces divines, on va dire ça comme ça. Une fois qu'on comprend ça, après, on l'utilise aussi, l'enseignement, de manière cartomancie classique. Mais quand on a les deux outils, et ben, des fois, l'oracle, il parle pas, on comprend pas. Mais pourquoi il m'a dit ça? Pourtant, c'est lui le prophète. C'est pas moi. Moi, je suis le décodeur. Lui, c'est le prophète. Et il m'a donné quelque chose. Et ben, du coup, maintenant, je vais le décoder suivant la question posée, si on parle dans la relation, si on parle de choses comme ça. Si c'est pas bassement matériel, j'ouvre la porte qui est un peu cachée, la porte ésotérique, hein, du coup. Et là, je le décode de façon biblique. Et là, du coup, on se dit, ah, ça y est, je comprends le message. C'est un autre message. C'est pas le même. Donc, c'est important d'avoir les deux. Là, j'ai une autre question puisqu'on parle de l'utilisation du jeu, d'un coach qui nous demande est-ce que le Béline finalement peut être utilisé en coaching personnel comme on peut le faire avec un tarot pour s'auto-coacher, etc. Bah, je propose des exercices tous les jours qui s'appellent la coupe du jour. Ouais. Donc, ça ne se lit pas comme la coupe du jour, c'est très très subtil. Ça ne se lit pas comme je pose une question. Est-ce que ma mère va faire les crêpes ce soir, oui ou non? Ça va me donner une carte. La coupe du jour, c'est sans question, c'est juste quelle est la météo du jour, quelle va être ma tendance journalière. Donc c'est la subtilité, j'aime bien dire, tu vois, en hiver, tu as un radiateur, et tu vois, il y a des trucs qui s'échappent du radiateur, la chaleur, on la voit qui part comme ça, qui fait comme ça, et c'est ça qu'il faut attraper. Et si tu travailles la coupe du jour, qui est un truc super simple à faire, en réalité, ça répond pas à des questions précises, mais ça te fait travailler ça. Et donc, si tu attrapes ces petits trucs, eh ben, ça a une capacité super puissante pour développer l'intuition. Ça développe l'intuition à mort, ce truc, parce que tu attrapes les trucs invisibles comme ça, Ouais, et ouais, ouais. dès que tu fais après à travailler l'intuitif, en réalité, tu t'aperçois que tu avais ouvert la porte. Exact. Et par rapport à ce stage-là, justement, je vois, tu as quelques émules qui nous regardent là, justement. Je vois notamment
un message dans le chat de Marilyn qui nous dit que pour avoir fait les 2 stages, je confirme tout l'intérêt de ces 2 stages. Merci encore beaucoup. Marilyn. Voilà. Oh, Marilyn. Marilyn. Voilà. Ah oui. Bah oui. Bonjour Et Marilyn. Un bisou à Marilyn. Et il y en a un autre qui est de Christore qui nous dit: Je recommande tout de Ami Béline, que ce soit les formations, les consultations privées, le livre. Allez, un grand youpi. Merci Christophe, mais je sais pas, bon, Christophe, c'est un nom d'emprunt, donc je vois pas qui c'est Ouais. Christophe, mais bon, restons cachés, hein, de toute façon. Enfin, merci à tous. Hein, Christore, voilà. c'est Allison apparemment. Donc 2 Ah, femmes. d'accord. Ah oui, non, mais Alison, voilà, voilà. Oui, oui, j'ai vu passer des noms. Il y a Marilyn, il y a Alison, et j'ai vu Ouais. Evie qui est là. Evie Oui, aussi. oui, c'était trois bonnes élèves, et dont d'ailleurs. Evie, justement, qui nous dit que ton livre, il est complémentaire au stage. En stage, on apprend un peu plus que dans le livre, parce que le livre, c'est très rapide, hein, pour le coup, mais c'est des rappels, peut-être. C'est des Mm, marqueurs qu'il y a dans. C'est-à-dire que, bon, en stage, j'ai une particularité en stage, c'est que je demande aux gens de prendre des notes. Je leur donne ouais, pas. Si je leur donne, maintenant, je donne le livre, mais à la fin du stage, je leur donne pas au début de stage. Je leur dis il ouais, faut ouais. d'abord, parce que, hein, moi, je fais partie de ce truc-là. L'ouïe, le verbe, l'œil et le geste, ça fait intégrer de manière beaucoup plus forte. Donc c'est pour ça que j'active chez eux toute cette façon. Hein, j'active qu'ils doivent entendre, qu'ils parlent avec moi, qu'ils regardent ce qu'ils écrivent et qu'ils écrivent en même temps. À leur insu, bon là je livre un secret aux stagiaires, bon maintenant ils ont compris, mais à leur insu, je développe, je fais Mm, ouvrir ces portes parce que dans le stage numéro 1, qui est, le 2 arrive après, dans le stage numéro 1, je leur fais faire un exercice de NRV, enfin de remote viewing, de vision à ouais, distance, ouais. mais Mm, de la technique remote viewing, hein, de cette technique-là. Alors, ils ignorent tout à fait ce qui se passe, mais justement, pendant que je leur fais travailler l'ouïe, etc., je leur fais travailler des sens. mm, Pour que, au moment venu, qu'ils soient super fatigués, parce qu'on bosse, ils me font travailler ouais. super. Et donc, tous leurs sens sont épuisés, machin, mais ça les a fait ouvrir leurs sens. Et donc, du coup, ils ont des fulgurances qui arrivent, ils se disent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors que moi, je penserais que j'y arriverai jamais. Je suis dans un état de fatigue tellement énorme. Et c'est justement là que ça marche le mieux pour le coup pour eux. Mm. Et c'est la suite du numéro 2, où le numéro 2, on revoit un petit peu ce qui s'est passé au numéro 1, on parle des datations, enfin des trucs sur le corps humain, etc. Bon, hein, de manière un petit peu, pas trop quand même, parce que ça c'est un truc qu'on développe soi-même avec soi-même, mais quand même mettre sur la voie parce que on fait du sérieux. Et on travaille beaucoup de formules pour travailler le développement des capacités intuitives, c'est-à-dire des techniques de remote viewing et de mimésis, hein, qui est la technique des chasseurs d'Amérique Mm. du Sud, hein, qui se projettent dans leur cible pour Mm. savoir ce qu'elle entend, ce qu'elle voit. Quand les gens ils viennent en consultation avec moi, par exemple, quand ils font des consultations avec moi, quand on est au téléphone ou par Skype et tout, n'importe quoi, je me projette dans leur corps, par exemple, et c'est là que je dis, tiens, j'ai un chat qui frotte mes jambes, ou il y a des animaux à côté de moi, ou j'ai mal au dos, vous êtes ceci, oh là là, j'ai des migraines, vous êtes migraineuse en ce moment. Hein, j'ai ce truc-là, et puis je décris Mm. leur environnement après, quand j'utilise du coup les deux outils. Hein, je fais un mélange de mimésis et de remote, un petit peu les deux. C'est un petit peu de... Ça, c'est une partie mot de Christine hein, qui m'a enseigné ça. Et j'avais découvert le remote justement avec un collègue que j'aime bien, avec Alexis Tournier. Pour ne C'est pas le le citer, qui sera d'ailleurs voilà, présent dans 2 semaines. J'ai le plaisir de l'accueillir. pour ne pas citer Alexis que j'aime bien, mais justement j'ai lu un article un jour sur le remote, je savais pas du tout ce que c'était. Il y avait marqué vous faites ça, 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 vous allez voir. Donc, Mm. j'ai demandé à quelqu'un de mettre un truc dans une enveloppe. La personne avait mis le Mont-Saint-Michel dans une enveloppe. Et j'ai fait, bon, ben, on va dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je dois faire quoi? Ça, ça. J'ai dessiné le Mont-Saint-Michel. J'ai demandé, c'est quoi? On a regardé. J'ai fait, oh, c'est magique son truc. Il faut que je rencontre le mec. C'est comme ça que j'ai fait ma rencontre avec Alexis, du coup, parce que j'ai essayé cette technique et en 5 minutes, j'avais dessiné le Mont-Saint-Michel. J'ai dit, ça marche bien, ce truc. Il faut que je voie qui c'est, ce mec. Donc, à l'époque, c'est quand il était encore à Charenton, pas rue de Charenton, mais à Charenton, quand il était là-bas. Donc du coup, bah, j'aimais bien ces trucs, donc j'ai fait à peu près tous les stages qu'il fait. D'ailleurs, j'ai été curieux de tout le monde. Hein. J'ai fait presque les stages de tout le monde de l'époque. Bon, maintenant, je peux plus tous les faire, mais je suis assez curieux et friand de ce que proposent Ouais. les gens
j'aime bien aller voir ce que font mes collègues. Je te rejoins là-dessus. Mais bon, j'avais des liens un peu avec Alexis parce que Charenton, quand j'étais gamin, j'allais dans une école, j'ai été dans 2 écoles à Charenton, à côté où il faisait stage. Et maintenant, il est rue de Charenton, rue de Charonne. À Paris, à rue de Paris. Charonne. Oui. Bah, il est à côté, d'où j'ai eu un bar quand j'avais une vingtaine d'années, juste à l'endroit là où il est, à peu près pas loin du Palais de la Femme. Ouais, exact. Ouais. Et donc, pour revenir à ton actualité, donc on parlait des stages, on parlait des livres, mais je sais que tu as aussi des conférences que tu proposes. Oui. Donc Ouais, là, il s'agit de quoi exactement? Tu évoques quoi? Oui, alors dans les conférences, on développe avec du matériel pédagogique, donc il y a tout un PowerPoint qui est en place, donc il faut le projeter, donc du coup on a besoin de ce matériel, je viens avec l'ordinateur et le PowerPoint, donc on projette ça, et là du coup je peux pas faire de conférence, on voit bien que le Béline commençait, on a à peine évoqué 2-3 trucs et on est déjà à 1h30, donc c'est compliqué, ouais. Donc il faut beaucoup plus de temps. C'est des conférences qui durent longtemps, les 40 minutes réglementaires, c'est à peu près ça dans les conférences qu'on me propose toujours de faire. Si je peux pas le faire 40 minutes, les gens ils vont rien comprendre. Que je veux dire, ça raconte la Bible, voilà 4 tableaux et puis donc c'est un peu plus compliqué, mais donc il faut un peu plus de temps. Donc on raconte la clé qui est expliquée en conférence et le chemin biblique qu'il y a. Alors là du coup avec les textes pour que les gens s'imprègnent bien et qu'ils comprennent la valeur très très spirituelle du coup du Béline. C'est les créateurs. Pour moi, c'est un outil. C'est toutes les écritures qu'il y a dedans, mais il y a encore d'autres stades qui sont encore plus cachés, vu qu'il a mis à l'intérieur toute la mythologie, à l'intérieur grec aussi, d'une intelligence redoutable, cet outil qu'il nous a mis. C'est biblique, avec la mythologie grecque par-dessus pour les compréhensions psychologiques des gens, parce qu'on peut faire du coup de la psychologie avec. Il y a quelqu'un tout à l'heure, tu demandais, qui posait la question pour faire des trucs coaching et tout, comme le tarot. On peut faire beaucoup plus qu'avec le tarot, pour le coup. Il est très, très puissant. On peut faire tout ce qu'on veut. Le Béline, à la différence du tarot, c'est que le tarot, c'est nous qui faisons un chemin pour y aller. Le Béline, ça vient à nous. Je l'interroge et il me répond. N'importe quelle question. Il n'est pas divinatoire dans le sens où je me projette sur le futur, comme beaucoup de gens disaient, c'est un exclusivement divinatoire. Pas du tout. Avec le tarot, tu peux demander ce qui s'est passé avant-hier chez ta grand-mère, t'interroges le Béline. Le Béline, il va te dire ce qu'il y a eu avant-hier chez la grand-mère. Donc, c'est pas du tout que dans la divination, c'est aussi, on peut travailler dans les feedbacks, on peut travailler sur tout, n'importe quoi, enfin, sur le comportement des gens, sur les... moi, je dis toujours, comme il est prophétique, vous lui posez des questions, il vous répond. C'est un couteau suisse. C'est un couteau suisse, il a plusieurs fonctionnalités. Ouais, le couteau suisse, si on veut, mais enfin, c'est pas des cartes, ni un couteau, c'est un livre. C'est ça. C'est une Bible pour de vrai que tu poses. C'est vraiment un livre. C'est un livre sacré. Le vrai livre, c'est celui-là. C'est pas celui que j'ai écrit. C'est celui-là, le vrai livre. Bon, celui-là, c'est la version que j'ai refaite, mais c'est ça le vrai livre. C'est ça qui est un truc de dingue. Ça revient, tu sais, le fameux secret qui est là. D'ailleurs, pour revenir, tu disais, quand toi, tu as touché cette version, tu as eu la première J3.16, tu as eu la première version, elle a une particularité par rapport, il y a 2 versions qui sont sorties. Cette particularité-là, c'est que elle a été faite, dessinée, je l'ai repris tous les dessins et tout, en décembre, quand on était en Jupiter qui rentrait en Saturne, qui a eu lieu 800 et quelques années dans cette configuration. Il y a il y a un cycle qui revient, mais cette configuration spéciale avait tous les 800 et quelques années, 56, je l'ai noté quelque part dans la fabrication. Et cette version particulière, elle a été faite là, elle est sortie à la première lune, à la première nouvelle lune mariale, qui était le jour de Notre-Dame de Lourdes. Donc elle apporte des énergies. Beaucoup de gens ont dit quand ils ont touché le jeu, ils ont senti des énergies, des machins. Tous les gens qui sont de ça, tu te dis tout de suite, ah bah voilà des gens fluidites, voilà des gens qui, ils ont une capacité qui est déjà en place parce que déjà ils l'ont attrapé le truc. Donc effectivement, quand on ouvre la première version, la J3.16, la collector, ce que j'appelle la collector, qui a un carton un peu plus dur, finalement, elle a une énergie puissante à comparer à la deuxième, qui a un carton plus souple avec les bords arrondis. Voilà, ça,
on la reconnaît. Hein. Ça, c'est la collector, cette version-là. L'autre version, un peu plus souple, les bords arrondis. Les gens aiment bien la deuxième parce que voilà, c'est comme ça, mais il y a pas cette présence énergétique forte dedans comme celle-ci. Celle-ci, elle a cette particularité, elle est complètement investie par Marie, mais ça a été un fait du hasard, hein, que ça s'est fait comme ça. J'ai pas fait, encore une fois, j'ai été guidé. Même quand je fais mes consultations et que j'utilise ce jeu-là, tu vois, pour apporter des réponses, j'ai l'impression, comme tu disais, que on m'envoie la réponse, tu vois, dans la tête directement. C'est comme si j'étais investie de la réponse, quoi. Tu vois, ça me paraît comme une évidence de transmettre ce message-là parce que c'est comme quelque chose que tu canalises, que tu reçois. Tu dis, OK, ben voilà, tu fais que transmettre quelque chose que tu reçois finalement. Tu n'as même pas besoin de te poser de questions, à analyser, à comprendre c'est quoi le symbole. Enfin, avec ce jeu-là, quand moi j'utilise en consultation, c'est plus en canalisation. Je reçois et je transmets que dans l'interprétation, dans le regard de qu'est-ce que ça veut dire la carte, etc., etc. Imagine-toi maintenant que tu vois qu'on reçoit, tu te rappelles, hein, c'est lui qui vient à nous. Donc tu le demandes, moi je dis toujours, moi je mets un petit tapis, je fais mes petits trucs, je mets ma petite Vierge Marie, ma mère, hein, toujours qui m'accompagne là. Hein, je mets mes petits trucs, je mets mon petit cristal de roche, je l'accueille bien, tu vois, avec sobriété, proprement, comme on pourrait accueillir sa moitié, quoi, sa compagne. Espérons que voilà, on le fasse, que tout le monde le fasse de cette manière-là. Et ben là, on accueille et on reçoit les choses. Alors imagine-toi, déjà tu reçois les choses comme ça, et d'un seul coup, tu mets l'autre outil qui est d'une puissance extraordinaire, c'est la conscience. Tu travailles en même temps la conscience, parce que tu travailles là l'inconscient quand tu reçois, et imagine que tu travailles en même temps la conscience, tu arrives à l'arcane changement, ta maladie, changement. Tu arrives avec les deux outils. Et là, quand tu fais tes consultations, imagine-toi, d'un seul coup, tu vas t'ôter, tu te mets les deux outils. Et changement, quand on repère bien changement, je vous rappelle, c'est pour les gens, on leur a pas expliqué, c'est la première théophanie de la Bible, c'est-à-dire Dieu qui parle. C'est le moment où Jésus se fait baptiser. Si on regarde bien, le ciel s'ouvre, une éclipse se forme, l'Esprit Saint descend sur Jésus-Christ quand Jean-Baptiste le bénit, et pendant que le ciel s'ouvre, une voix descend des cieux, c'est la première théophanie de la Bible, et Dieu dit, prends-en soin, celui-ci c'est mon préféré. Et ensuite, il est pris, Jésus va dans le désert, le diable l'emmène, etc., pour faire les 40 jours, c'est pour faire Pâques, etc., et on vient de sortir la semaine dernière de l'Esprit Saint qu'on a reçu, qui était la finalité de ça. Donc, on vient là. Imagine-toi, tu as tes deux outils. Tu te retrouves avec cet arcane, avec ce sacré pouvoir de Mercure entre les mains, entre le haut et le bas. Tu as uni les deux. Parce que cette arcane-là, changement, elle a cette particularité-là, justement, de faire ça. Tu as le haut et le bas. Donc, comme tu dis, tu reçois, j'attrape les trucs. Là, c'est ton inconscient qui parle. Ben maintenant, tu sais quoi? Tu vas le lier avec ton conscient. Et maintenant, tu décodes toutes tes cartes. Et ben, imagine-toi la fulgurance que tu attrapes. Ouais, c'est exactement ça. Bien résumé. Donc, juste pour préciser, que ce soit les consultations, le stage, enfin les stages même, ou le livre et l'oracle, puisqu'il y a l'oracle aussi qu'on peut trouver sur ton site. Si on veut retrouver tout ça ou te retrouver toi pour te poser des questions, il y a plusieurs possibilités. Par ton site internet www.ami-belline.com. Ils mettent Ami Belline sur internet, voilà. ils se débrouillent. C'est ça, directement dans Google, Ami Belline, vous allez tomber, il n'y en a pas 50 comme lui. Et puis, la page Facebook aussi, n'hésitez pas à aller la voir, à aller liker la page d'Ami Belline. Il y a aussi régulièrement des infos qui tombent. La chaîne YouTube aussi, où il y a pas mal de vidéos, d'échanges, etc., qui se font. Et nous voici arrivés au moment tant attendu, puisque je vous avais dit qu'il y avait une petite surprise à la fin du jeu. L'Ami Belline avec Lou et Belette collection vont offrir un livre aux 5 premières personnes qui commandent donc un oracle, un jeu, bon, peut-être pas la version collector comme ça, mais la version suivante, j'imagine, un oracle J3.16. Alors, vous allez retrouver dans la description de cette vidéo le lien pour aller commander le jeu. Et donc, les 3 premières commandes que tu reçois, Ami Belline, tu t'engages à donner
5 premières personnes, les 5 premières personnes, tu t'engages à leur envoyer un livre gratuitement. Donc, le livre qu'on a vu tout à l'heure, celui-ci, C'est pas celui-là. moi, hein, c'est Lou et Belette. Lou et Belette qui le fera, voilà. C'est Belette qui va s'en occuper. Avec directement le livre broché, en fait, qui vous explique un petit peu, pas forcément de manière aussi, on va dire, voilà, celui-là, exactement, ce livre-là. Qui vous explique les secrets, la prophétie, la clé, donc en partant du tétragramme, etc., etc. Tout ce qu'on a grandement survolé ce soir, puisqu'on n'a pas le temps malheureusement de rentrer dans le détail de tout ça. Mais oui, donc n'hésitez pas à commander, allez commander, donc cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez pouvoir acheter l'Oracle J3.16. Et si vous êtes parmi les 5 premiers qui font cette commande, vous avez le droit d'avoir le livre en cadeau. Merci pour ce cadeau. Merci beaucoup. Merci aussi de ta présence, d'avoir été là avec nous aujourd'hui, d'avoir justement partagé ce secret, d'avoir partagé tes connaissances, voilà, ton savoir sur toutes ces recherches que tu as fait, qui a dû te prendre énormément de temps. J'étais vraiment ravie de te compter parmi nous, parmi mes invités sur ces lives ce soir. C'est une façon différente d'approcher l'oracle. C'est une façon intéressante. Et puis moi, je suis partante toujours de justement montrer tous les aspects, en fait. Après, à chacun de prendre ou laisser, si ça parle ou si ça parle pas. Mais au moins, on aura amené cette approche-là aussi. Et je trouve que c'est une belle façon de voir l'oracle Béline. Pas de Béline, allez, tais-toi. Merci beaucoup. Merci pour tout, pour ta présence, Mibéline. Écoute, merci de m'avoir invité pour parler un peu du Béline, hein, parce que voilà, c'est un truc qui me passionne. Pour moi, c'est une évidence. C'est un membre en plus. Hein. J'ai comme si j'ai un membre en plus, voilà, qui est là. C'est pour moi, je crois, c'est mon enfant. C'est comme ma compagne. Voilà, c'est un truc en plus, quoi, pour moi. C'était un moment très agréable. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Hein. J'ai vu, tu nous as mis des petits mots de temps en temps. Donc, il y a plein de petits merci Patrick, merci, ravi d'avoir échangé avec vous, etc. Bonsoir. Voilà, il y a beaucoup de gens qui te remercient pour ce partage et donc voilà, moi aussi, merci pour ce partage, d'avoir pris le temps justement de nous faire connaître ce décodage du Béline que tu as pris soin de travailler sur plusieurs temps, pour plusieurs années, j'imagine. Oui. Au moins, au moins ça. Et comme je le disais, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Ami Béline, www.ami-béline.com. De toute façon, tous les liens, tout ce que vous pouvez avoir est en commentaire de cette vidéo. Que vous regardiez le replay, vous avez aussi accès aux informations en bas. Moi, je vous dis à très vite. Merci Patrick. Très belle soirée. À bientôt. Merci à tout le monde et puis à une autre prochaine fois. Moi, je vous retrouve très prochainement donc pour un nouveau live. Alors, la semaine prochaine, on va parler de runes avec Florence on fera un pendant, on parlait d'opposés. Déjà, on n'est pas dans les opposés, on est dans les compléments, encore une fois, entre runes et tarot, pour voir justement le lien, les correspondances qu'il peut y avoir entre les arcanes majeures du tarot et les runes. Ce qui peut paraître un petit peu invraisemblable, mais je vous assure qu'il y a de sacrées choses à découvrir quand on prend le temps de bien connaître les runes avec Florence, que vous verrez, qui est une spécialiste de cet oracle-là, puisque comme disait Ami Béline tout à l'heure, c'est aussi un oracle, les runes. N'hésitez pas, comme je vous disais aussi, de vous abonner à la chaîne, chez Luna, à la page Facebook, à la chaîne YouTube, de mettre des petits pouces, des petits cœurs. Je vous embrasse très fort. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été là. Merci à vous qui regardez le replay. Je vous salue, je vous salue bien bas. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live, un nouvel épisode autour du tarot cette fois-ci, puisque l'objectif de ces lives, vous savez, c'était de parler de tarot, mais comme je me suis une grande curieuse, une grande passionnée de tout,
On dérive, mais c'est pas grave. On est aujourd'hui dans l'oracle Béline. C'était passionnant. J'ai vraiment beaucoup aimé cette approche d'Ami Béline. Je le remercie encore. N'hésitez pas à aller le voir, à aller commander aussi l'oracle, le J3.16, et peut-être faire partie des 5 premiers qui vont gagner un livre. Vous avez aussi ce lien-là dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye tout le monde. Et puis on se retrouve vendredi prochain avec Florence. Bye tout le monde.